Salut à tous, bienvenue, c'est l'émission Stranger Things. Merci d'être connecté à notre chaîne pour cette nouvelle vidéo, les VHS du grenier. J'en descends, j'en reviens avec quelques VHS et avec mon ami Jérôme, on a décidé aujourd'hui de vous parler d'un film un peu oublié. Salut Jérôme, comment vas-tu? Ça va très bien, malgré le fait que tu viens de dire Stranger Things. J'ai dit ça? Stranger Things. Ah, mais c'était sûr, mais j'ai pas osé t'arrêter. Non, mais fallait que ça arrive, là, c'est pas oui, grave. c'est Stranger drôle. Film. Stranger Films, oui, Ah. c'est le nom de notre émission. Exactement. Pour ça, je pensais pas du tout à Stranger Things. Mais c'est Bah bizarre parce que quand je veux dire je regardais bien l'épisode de Stranger Things, bah je dis Ouais. Stranger Film. C'est vrai. Là, le cerveau, C'est c'est les compliqué, mystères hein. du cerveau. Ouais, je sais, arrête, m'en parle pas. Pourtant, je pensais à notre émission, hein, forcément. Bon, en tout cas, bienvenue. Merci d'être merci. là à nouveau. Merci de m'accueillir. Puis, merci à vous également d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'une VHS complètement oubliée, d'un DVD également. Là, c'est un film qui m'avait marqué une nouvelle fois étant plus jeune. Film, on sait pas trop l'origine, on a du mal à se mettre d'accord et puis même le net aussi, il a du mal à me dire exactement. Mais c'est Témoin muet. Alors Témoin muet. Témoin muet. Si vous tapez sur Google, vous allez tomber peut-être sur une nouvelle d'Agatha Christie. Puisqu'elle a écrit, il y a eu des épisodes et tout avec des histoires tirées d'Agatha Christie. Et c'est ça qui ressort, ça doit être un épisode, Témoin muet, voilà. Et ben non, là on parle vraiment d'un long métrage sorti en salle, passé même par le Festival international du film fantastique de Gérardmer, puisqu'il a eu le prix du jury. Témoin muet, donc on pourrait le mettre, on peut le classer comme thriller, policier, mais pas tellement, parce qu'il y a pas, on suit pas une enquête de police. Non. J'ai du mal avec ça parce que Allociné, par contre, il marque que c'est un policier, par exemple. Ah non, je suis pas d'accord. Là, je le classerai pas non, comme non, ça. Je suis pas d'accord du tout. Il emprunte des éléments au cinéma d'horreur et au slasher. Exactement. Mais c'en est pas vraiment un non plus. Et c'est vrai que ça mélange plusieurs choses. C'est pour ça qu'il est pas facile à classer. Voilà, on se perd. Pour classer le film, on se perd. Mais le sujet principal, on vous le dit tout de suite, c'est le snuff movie. On en reparlera plus précisément dans quelques instants. Mais avant tout, cette émission va être sous le signe du spoiler. Alors attention à vous, si vous n'avez pas vu ce film et vous voulez pas qu'on vous en dévoile, écoutez le contenu. Écoutez, revenez un petit peu plus tard quand vous aurez vu le long métrage. Comme ça, c'est plus sympa d'ailleurs pour poursuivre ce qu'on a dit. Ou bien peut-être qu'on va vous donner envie de voir ce film même sans vous spoil, parce que voilà, il y a des gens, ça les gêne pas de spoiler. Écoutez, attention à vous, c'est parti. À partir de cette seconde, à partir de maintenant, dans Stranger Film, on spoil le film Témoin muet. Alerte. Attention, alors là, si vous êtes pas au courant, là, on peut pas passer. C'est ouf, hein. Voilà, alerte rouge. À partir de maintenant, vous pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Témoin muet, donc, un film, américano-russe, on pourrait le dire comme ça. Même si les Allemands sont passés aussi par là et les Anglais, apparemment. C'est toujours bizarre, ça, quand il y a 4 nationalités pour un film. Mais là, clairement, on sait pas. Allociné, en fait, il sait pas grand chose sur ce film. Il a pas la date de sortie. Sur Allociné, j'ai pas la date de sortie. Ils disent que c'est un film policier et on est en 1995, effectivement, parce que là sur Wikipédia entre autres, moi où je suis, on en sait un petit peu plus. Voilà. Alors je peux te dire 2-3 mots, ça va être très rapide parce qu'il n'y a pas grand chose, mais je peux te dire 2-3 mots sur le réalisateur Anthony Waller, né à Beyrouth. Ok. Encore une autre nationalité. Ce que son nom n'indique pas forcément. C'est intéressant. Anthony Waller, alors, filmographie assez limitée en ce qui le concerne, puisque c'est son premier film. Tout simplement. C'est son premier film. Et c'est pas son dernier. C'est pas son dernier. Non, il en a fait quelques autres que je connais pas, sauf un qui s'est quand même vachement fait remarquer, que tu connais peut-être, qu'il avait fait 2 ans plus tard, après Témoin muet, il avait fait Le Loup-garou de Paris. Ah, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait Le Loup-garou de Paris. Quelle horreur. T'aimes pas? Le Loup-garou de Paris, non. Il faut que je le revoie. Pour moi, je trouve que c'est vraiment loupé, quoi. C'est vrai? Ouais, c'est con, parce que pour une fois que ça se passe en France, il me semblait. Il y a un potentiel sympa. Je l'ai vu ado et je me suis bien marré. Je l'ai vu, je crois que je l'ai revu il y a pas si longtemps. Il faut que je pense qu'il y a 2-3 ans, j'ai dû le revoir. Mais pas entièrement. Parce qu'en plus, je crois qu'il y a moment, c'est même pas Jean Reno dans le film qui ouvre le bal et qui jouerait le rôle d'un professeur. Mais franchement, j'ai des flashs comme ça maintenant que tu m'en parles. Et franchement, c'est pas un film hyper réussi. Franchement. Il y a Julie Delpy, il y a Tom Novembre, Thierry Lhermitte. Ah, c'est Tom Novembre. C'est Tom Novembre, c'est pas Jean Reno. C'est Tom Novembre qui ouvre le bal et qui se fait vite zigouiller. Voilà. Mais voilà, et les autres films qu'il a fait, c'est des petits films en 2000, 2008, 2009, donc il y a un gros écart aussi.
Et des trucs dont j'ai jamais entendu parler. Rien de ouf, quoi. Ouais, rien de ouf, voilà. Mais Anthony Waller, en tout cas, qui s'est fait remarquer avec Témoin muet, Mute Witness, en VO. Ce qui veut dire exactement la même chose. Pas de problème de traduction cette fois. Aucun scandale de ce côté-là. Qu'est-ce que je fais? Je le pitch direct parce que vu qu'il n'y a pas d'acteur connu. Non. Presque pas d'acteur connu. Parce que j'ai une grosse anecdote sur ça. Ouais, c'est que tu m'as dit que tu avais trouvé quelque chose. Donc on la garde peut-être un petit peu pour plus tard, pour le suspense. J'ai 3 anecdotes, dont une assez folle que j'ai, vraiment qui me bluffe complètement. Ok, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais. Mais voilà, mais a priori, surtout quand on lance le film, tout ça, tu regardes le générique de début, il y a personne qui est connu là-dedans. Pas du tout. Bon, là on voit, je regarde, rien du tout. Non, il y a pas. Film interdit au moins de 12 ans, quand même en sortie en salle, et comme je le disais tout à l'heure, Fantasticard 96, prix du jury. Ok. Prix du jury quand même pour ce long métrage. Est-ce que tu veux regarder la bande-annonce et on en parle après? Ah oui, on peut faire dans ce sens-là. Comme ça on voit un peu l'image, surtout que la bande-annonce n'en dit pas grand-chose en fait. Oui. Elle nous met dans l'ambiance. On est dans l'ambiance, vous allez forcément reconnaître un petit peu une touche, une patte, vous allez voir. On en reparle juste après. Bande-annonce et on pitch le film avec Jérôme juste après. Stabbing 2 nurses and a custodian to death. Strobecker is extremely dangerous, brutal, and unpredictable. It's not over yet. Mute Witness. Voilà, ce film sensationnel. Et voilà. Alors, Hitchcock tradition. Ah oui, mais Hitchcock on le vend déjà quand même un peu comme ça. Même sans ça, c'était ce que je me suis dit au visionnage du film. Alors, en le revoyant une énième fois, parce que je l'ai vu quand même plusieurs fois, mais pareil, c'était il y a plus de 20 ans, c'est sûr. Ouais. Et aujourd'hui, quand je l'ai regardé il y a 2 jours, hier soir pour la préparation de l'émission, je l'ai revu. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'inspiration Hitchcockienne, ouais, tout à fait. C'est marrant parce que alors on peut le dire tout de suite, moi je connaissais pas le film, je l'avais jamais vu. Oui, tu l'avais jamais vu. C'est une découverte. Plutôt une bonne surprise. Bon, je suis content. On peut le dire aussi. Des fois, ça arrive que ce soit l'inverse. C'est le jeu, hein. Non, c'est vrai, c'est le jeu, tout à fait. Et alors, j'ai pas pensé à Hitchcock, mais pourtant, c'est dans la même logique. Moi, j'ai pensé à Brian De Palma. Ouais, c'est vrai aussi. Brian De Palma, effectivement, qui dans les années 80, encore un peu 90, essayait effectivement de perpétuer la tradition du thriller hitchcockien. Et il y a une vraie inspiration, c'est sûr, effectivement, soit de Brian De Palma, soit de Hitchcock, soit des deux. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand tu me l'as dit tout à l'heure, avant de lancer l'émission, et ouais, tout de suite, c'est vrai qu'il y a des trucs dans l'image, de la façon de raconter, d'amener les choses qui sont proches de Palma. Ouais. Et il y a des twists. Il y a vraiment des twists. Il y a des choses que tu vois pas venir, qui changent complètement la donne. Voilà. Après, il y a des choses, on en parlera, mais la fin, honnêtement. Pour moi, la fin, il y a 0 surprise. Ouais, ça marche pas. Puis même, tu la vois venir. On frôle, puis par moments, on frôle un peu trop la comédie. Je sais pas si, il y a des moments, c'est con parce que il y a une intensité, il y a vraiment une ambiance, et ça te sort de ça parce que c'est bien qu'il y ait 2-3 touches d'humour, je dis pas, mais là ça fonctionne pas et je trouve que c'est pas bienvenu dans ce film-là. Parce que franchement, le témoin muet, cette femme justement qui, tu vas pitcher, je te laisse pitcher. Vas-y, on va pitcher. Alors en fait, c'est l'histoire d'une équipe de tournage américaine qui est en train de tourner un film, a priori un film d'horreur, en Russie. C'est ça. Et donc, avec, il y a une partie de l'équipe qui est américaine, une petite partie de l'équipe visiblement qui est américaine. Par contre, la plupart des techniciens sont russes. Et le personnage principal du film, c'est une technicienne, mais elle qui est américaine et qui est muette, d'où le titre du film. Et elle s'appelle Billy, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Billy Hughes. Et elle est accessoiriste. En fait, elle s'occupe des effets spéciaux sur le set et des effets spéciaux un peu gore, justement, un peu sanglants, un peu gore. C'est elle qui a littéralement sa mallette à trésor avec plein l'hémoglobine, tous les jerrycans de sang, les trucs comme ça. Les faux couteaux, voilà. Et
Et ce qui va se passer, c'est très rapide. Enfin, c'est le début du film. Hein. De toute façon, si je dis pas ça, oui, non, bah là, franchement, rien. Je suis obligé. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que on voit que le tournage est un peu compliqué. Ça, on en reparlera de la première scène parce que j'ai trouvé, elle est très intéressante. Et mais bon, ils sont obligés de rentrer chez eux le soir. Et puis voilà, le réalisateur qui est américain rentre chez lui avec sa copine. Et donc Billy, elle, c'est la sœur en fait de la copine, mais ça on l'apprend que tout à la fin. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Moi je crois qu'elles étaient juste amies. C'est des copines, ouais. Et bon, bref, il y a dû y avoir des trucs coupés. Je pense aussi, ouais. Mais parce que je pensais qu'elles étaient juste super copines, en fait, c'est tout à la fin qu'on apprend qu'elles sont sœurs. Ça ne change rien au film. Vraiment, ça n'a aucun impact. Hein. On s'en fout, en fait. On s'en fout, ça change rien qu'elles soient copines ou sœurs. Elles auraient pu être très amies, c'est pas pour autant qu'elles ne veulent pas la sauver non plus. Ça marchait pas l'aider. Voilà, c'est ça. Bref. Mais en tout cas, le réalisateur et sa copine, eux, ils rentrent à l'hôtel. Par contre, Billy, elle reste un peu sur les plateaux le soir. Non, parce qu'elle a oublié quelque chose. Ah, c'est parce qu'elle a oublié. Elle doit partir. Elle doit repartir avec eux pour faire une soirée. Oui, il y avait une soirée après. Et puis, alors, au moment de partir, elle fait le masque, parce qu'il y a un masque. Il y a l'histoire du masque. Et du coup, elle repart. Elle repart. Voilà. C'est vrai. Et là, elle se rend compte que, les techniciens russes sont en train de tourner un porno. On va dire ça comme ça. On peut le dire clairement, oui. Ils sont en train de tourner un porno. Alors bon, ça l'a fait un peu sourire. Elle n'a pas l'air choquée plus que ça. Et puis du coup, elle regarde un peu. Sauf que la scène, en fait, tourne assez mal parce que le gars qui est en train d'avoir une relation sexuelle avec une jeune femme qui elle est complètement nue, et ben le gars qui est masqué, qui a le masque, qui porte le masque en question, et ben il va dégainer un couteau et il va trucider la nana pendant la relation sexuelle. Mais il va la trucider pour de vrai. Et Billy, elle assiste à ça. Et il y a que la victime qui a vu que Billy était là. Personne d'autre ne l'a vu. Oui. Et elle se dit, oh putain, il faut que je me tire. Personne m'a vu. Si je me tire discrètement, ça passera. Mais voilà, elle est quand même pas rassurée et c'est normal. Et globalement, ça c'est le point de départ. Il faut quand même dire qu'il y a l'histoire de porte-manteau quand même qui est important. Voilà, elle va faire tomber un porte-manteau. Du coup, ça va faire un peu de bruit. Les gars vont pas trop savoir s'il y a quelqu'un ou pas. Du coup, il va y avoir un jeu du chat et la souris. Et globalement, après, tout le reste du film, c'est un peu ça, en fait. Puis la fameuse disquette qui tombe et puis qui part sous une armoire. C'est vrai que la disquette est très importante. Voilà. Mais au début, on ne comprend pas. Au début, on sait qu'il y a quelque chose qui glisse, mais forcément, comme tu vois le plan, tu te doutes. Ça reste dans ta tête. Et puis, une chose que j'avais complètement oubliée d'ailleurs dans le film, mais c'est en revisionnant que tout de suite tu connais les codes, donc tu vois là qui disquette glissée, donc tu te dis à mon avis, c'est pas pour rien. Ça va même si on n'en parle pas pendant la moitié du film, quasiment la première moitié du film, on reparle pas du tout de cette disquette, mais effectivement après ça devient l'enjeu principal. Et voilà, et en gros, je dirais que l'enjeu du début du film, c'est est-ce qu'elle a vraiment vu ce qu'elle a vu ou est-ce qu'elle hallucine ou pas? Parce qu'à un moment on joue là-dessus. Ça joue un peu là-dessus. Ouais. Hein. Même toi, dès que tu vois la scène, tu dis que c'est un vrai meurtre. Mais un petit peu après dans le film et tout, quand tes amis reviennent, il y a vraiment le doute qui s'installe. Il y a un doute. Bon, au bout d'un moment, le doute est quand même levé. Rapidement. Assez rapidement. Et c'est ça, je trouve ça un peu dommage justement. Ouais, il y a quand même une bonne grosse demi-heure au moins où on n'est pas sûr. Ah, t'es sûr? Ah ouais, parce que le fait que, peut-être que comme j'ai vu le film, ça me sautait moins aux yeux. Non, moi j'ai justement trouvé que ils entretenaient un peu le doute longtemps. En vrai, je l'ai pas trop le doute, parce que sinon il n'y aurait pas de film. Encore qu'il existe des films comme ça, des fois, sur la parano. Oui. Hein, nous, on a vu les choses par les yeux du personnage principal, mais c'est le personnage principal parfois le problème. Exactement. Donc ici, il joue un peu là-dessus au début. Moi, je dirais pendant une demi-heure. Mais après, effectivement, j'ai trouvé ça un peu bête d'ailleurs. C'est-à-dire qu'une fois que... je vais peut-être un peu vite, mais... tu peux, on reviendra. Mais bref. Mais une fois que les flics sont venus, qu'elle a réussi à s'enfuir, que les flics sont venus et qui ressortent un peu tous les éléments les uns après les autres, et on se dit, non, en fait, elle a peut-être pas vraiment vu ce qu'elle a vu. C'est possible que ce qu'elle a vu était truqué. C'est possible. En tout cas, ils font tout pour qu'on le croie, parce qu'il y a des accessoires. Ça marche bien quand l'autre il arrive avec le couteau, et pour prouver justement pour montrer le choc que ça peut être avec le couteau qui sert d'accessoire, qui est fake, mais qui gicle du sang. Mais il va trucider un des méchants qui est accusé, trucider le réalisateur. Là, t'as du sang partout. Et même là, et même nous. Il y a 2 secondes, et pendant 2 secondes, tu dis, waouh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Puis après, tu dis, c'est complètement con que
qui trucide un mec comme ça. Devant les flics, Devant les flics, c'est vraiment con. Mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne tu le sens pas arriver quand même. Ça fonctionne pas mal. Ça fait partie des twists et en fait, il y en a plusieurs dans le même genre dans le film où tu as une scène qui arrive un peu par surprise pour te choquer et qui en plus parfois a pas exactement le sens que tu crois qu'elle a. Exactement, ouais. Donc ça c'est plutôt malin, mais effectivement ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'une fois que tout est réglé entre guillemets, l'équipe américaine repart à l'hôtel et puis les autres repartent sans être inquiétés, et ben tout de suite derrière en fait il y a le concierge qui se fait trucider. Ouais. Pour de vrai cette fois, on en est sûr. Et donc là, en fait, il y a un changement de point de vue qui est un peu on rapide. bascule sur autre chose. Ouais, mais c'est vrai que pour moi, il y a 2 films en un. Enfin, c'est la même histoire, mais ça, je m'en souvenais plus. Moi, c'est vraiment la première partie qui m'avait marqué. Ouais. Je pensais que ça durait vraiment plus longtemps et que le film en tournait beaucoup plus de ce jeu du chat à la souris et du huis clos. Je pensais vraiment qu'on était plus dans un huis clos où c'est stressant. Il y a des scènes où elle se cache, où les méchants la suivent. Ouais. Et je trouve que c'est bien foutu, c'est bien réalisé, la mise en scène est quand même plutôt cool pour ça. Ouais, ça marche bien. Puis comme elle est muette, effectivement, il y a des vraies scènes de stress liées à ça. Notamment... On se met un peu à sa place. Voilà, on se met à sa place. Effectivement, il y a, comme tu dis, il y a un vrai jeu du chat et de la souris qui dure assez longtemps quand même. Hein. Ouais, oui, c'est ça que j'appelle la première demi-heure, où vraiment, parce que les Russes n'ont pas l'air de savoir qu'elle est là, mais ils sont toujours sur le point de la découvrir parce qu'ils entendent des petits bruits à droite à gauche. Ils se doutent qu'il y a quelqu'un qui se passe quelque chose. Voilà. Mais ça dure quand même un petit moment où elle arrive toujours à leur échapper de justesse, et c'est bien fait. Il y a une tension qui est bien gérée. Et il y a tout à la fin où elle tombe dans les poubelles, et juste au moment où son ami arrive, et il y a le réalisateur russe qui la tient à ce moment-là, et elle est muette, elle peut pas dire ce qu'elle vient de voir, elle peut rien faire, elle peut rien dire. Et cette scène, elle est horrible parce que le réalisateur russe dit à sa copine, non mais allez appeler les secours, je m'occupe d'elle. Et là tu dis, mais si elle part, c'est fini, c'est sûr. Et ça marche hyper bien. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça cool aussi. C'est top. Mais on va un peu vite en besogne. C'est vraiment la première partie. On va rester déjà sur cette première partie du film. Voilà, le film il commence déjà plutôt bien. Il commence sur une scène. C'est pareil. On te met le doute, puis après on comprend vite qu'on est sur un tournage d'un film. Mais voilà, avec ce tueur qui arrive, qui est masqué avec un espèce de collant. Oui. Et puis qui se fait une nana au couteau et tout. Bon, slasher habituel. Du slasher classique. Mais effectivement, déjà là, il joue avec nous parce que nous, on ne sait pas que c'est un tournage. Donc on voit la scène, on ne sait pas, on n'a aucune introduction, on a une jeune femme chez elle, le mec qui met un collant sur la tête et qui va pour la trucider. Et au début, on ne sait pas, ça fait peut-être partie de l'histoire. Tu vois vraiment, on n'a sait pas, aucune info. Et rapidement, on se rend compte qu'il y a un truc qui cloche. Et c'est malin, parce que c'est vraiment bien amené. Parce qu'il y a la victime, en fait, qui n'en finit pas de mourir, en fait. En faisant tomber des trucs. Elle casse tout le décor. Elle casse tout, elle arrache les rideaux. Mais c'est vraiment elle son tombe, agonie. on croit qu'elle est morte, puis finalement elle se relève. Ouais, c'est ça. Puis elle va s'exciter sur les rideaux, alors qu'elle ne devrait plus avoir de force parce qu'elle est éventrée. Bah oui, puis elle tire comme un buzz sur les rideaux. Puis elle retombe, et c'est encore pas fini. Elle ne veut pas crever, quoi. C'est ça. Et on voit que le mec qui vient de la tuer, il s'est assis. Je sais plus si c'est lui qui s'allume une clope ou pas. Si c'est lui, Mais on lui donne une clope, on lui tend une oui, clope. Voilà, c'est ça qui est bizarre. Et tu lui dis déjà, il y a d'autres personnes. Il y a quelqu'un d'autre. Et puis en fait, la caméra, elle fait un travelling comme ça, et puis on voit qu'il y a plein de gens en fait qui sont en train de regarder cette fille et qui se marrent. Et c'est ça. Et c'est là que seulement qu'on comprend qu'en fait, on est en train de voir un tournage d'un mauvais film, film d'horreur. Et c'est très bien amené, j'ai trouvé. Parce qu'il y a un vrai moment où tu sais pas, en fait. Il y a un moment où toi, tu te dis, soit ça joue très mal, soit c'est fait exprès parce que ça doit être un truc. Mais tu sais pas, t'as pas la réponse. C'est seulement quand la caméra commence à montrer qu'il y a d'autres gens qui assistent à tout ça que tu te dis, mais attends, tu commences petit à voir les accessoires, petit à petit, tu commences à voir la machinerie, tout ça. Ouais. Et bon, après, il y a des choses qui sont pas logiques. Parce que la fille qui agonise pendant 5 minutes. Le réalisateur, il aurait pu dire stop, il aurait pu couper dès la première minute. Je suis d'accord avec parce toi. Parce qu'après, quand il la laisse faire, il laisse tout faire. Voilà, il la laisse détruire le décor et à la fin, il lui dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Je t'avais dit d'en faire plus, mais ça veut pas dire détruire le décor. Il leur dit, on la refait et les décorateurs, ils lui disent, bah non, là, il va nous falloir du temps pour tout remonter. Et du coup, fin de tournage, voilà, il y a les responsables qui arrivent, qui disent, bah non, c'est fini pour aujourd'hui. Il dit, non, putain, je vais encore faire un plan et tout. Non, fini pour aujourd'hui. Voilà. Mais c'est vrai que ça n'a pas de sens ce qu'il dit à l'actrice quand il engueule l'actrice,
parce qu'elle a fait n'importe quoi. Il avait qu'à dire couper. Tout simplement. Bon, j'avoue que j'ai un peu tiqué là-dessus, mais après, on s'en fout. Parce que c'était plus pour ramener la connerie, quoi. Oui, et justement pour jouer sur le fait que la surprise du spectateur, on sait pas trop où on est, on va dire comment ça, c'est que cette merde. Ouais, parce que clairement tu dis c'est quoi ce film. Ouais, c'est ça. Ça commence comme ça, ça fait peur. Ça part mal. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est malin. C'est un peu long. C'est pour l'effet. C'est pour l'effet de surprise de la scène pour nous. Mais dans l'histoire, ça marche pas trop. Non, ça marche pas. Tu sors du film tout de suite. Ouais. Parce que tu te dis à un moment donné, ok, j'aurais pu dire couper avant, c'est un vrai réel. Mais laisse faire. Bref. Ouais. Donc ça, on a cette scène-là qui est là, et là, on commence à découvrir les personnages, ceux qui travaillent derrière, et donc cette accessoiriste qui s'occupe des effets spéciaux, qui est muette. Ouais. Et il y a un technicien qui a l'air de la regarder. Sa sœur croit que il a un ticket avec elle. Qu'il y a moyen et tout. Bon, c'est rigolo parce que ça construit un peu le fait que lui, ça va être le réalisateur du snuff. Exactement. On va voir juste derrière. Donc voilà. Ça introduit bien les persos. Et voilà. Ouais, c'est pas con. Ouais. Un autre détail, j'ai bien aimé le film, mais je vais quand même m'attarder sur des trucs qui m'ont gêné. Il y en a pas mal quand même, et puis là on découvre que ce film a mal vieilli aussi, sur certains aspects. 2-3 points, ouais. Mais donc après, elle assiste au tournage, puis au trucidage de la fille, puis donc après elle part se cacher, il y a le jeu du chat et de la souris. Si, on va peut-être rester, avant que je dise le défaut qui m'a gêné, on va peut-être rester un peu là-dessus, parce que ça c'est vraiment pas mal en fait. Ouais, cette scène-là, il y a des bonnes scènes de tension. Elle se cache, les autres ils ont entendu un bruit, ils sont pas sûrs qu'il y a vraiment quelqu'un, mais quand même ils vont jeter un œil. Et ça marche bien. Ça fonctionne bien. Alors, si tu veux, on va regarder déjà peut-être la scène du meurtre. Oui. Alors attention, âme sensible, s'abstenir, parce qu'on est comme ça un film à moins de 12 ans. Mais bon, elle est quand même, si on est un peu sensible au sang ou autre, là, il va y en avoir dans cette scène-là. C'est un peu violent. Donc là, c'est violent. Ouais, ça démarre. Puis le snuff movie, on en reparlera aussi après, puisque c'était une tendance qui n'était encore pas exploitée au cinéma avant ce film-là. Alors peut-être, mais sur des films peut-être plus indépendants ou sur des séries, des téléfilms. Mais là, au cinéma, après, on en reparlera d'un autre, 8 mm entre autres, qui reprend ce code-là. L'extrait, justement, de Témoin muet avec la scène un peu je vais pas dire la scène d'ouverture parce que c'est pas vrai, mais la scène d'ouverture qui va lancer toute l'intrigue du film. Ah, on est d'accord. Ouais, donc elle se rend compte qu'ils sont en train de tourner un truc. Bon, c'est un peu... Là, ça fait déjà un petit moment qu'elle regarde. Ouais. Et là, elle commence à voir qu'il la tabasse. Voilà, là, ça commence à merder un peu. Ça un peu bizarre. Elle dit, elle joue bien quand même. Ça change de ce que j'ai vu toute la journée. Oui, c'est vrai. Donc là, ça commence à prendre vraiment une sale tournure. Mais on voit que le réalisateur, lui, est pas choqué. Donc, on se dit, ok, c'est peut-être la scène qui est censée être comme ça. On sait pas trop. Il y a plusieurs moments comme ça dans le film, de toute façon, où on ne sait pas trop, où on est perdu. Et on est d'accord. C'est réussi, entre guillemets. Après, ce qui me gêne un peu là, je pourrais le redire après, parce que ça va être le moment du meurtre, mais c'est la façon qu'il filme, parce qu'il est quand même derrière, et d'un point de vue de réalisation, s'il est placé comme ça, on voit rien. On voit rien, oui, c'est vrai. Bon, là, on a le contact visuel. Voilà, et déjà, ça, c'est super quelques important. plans sympas sur la manière de réaliser, là, que je trouve quand même plutôt bien. Donc elle a l'impression qu'elle crie, mais en fait on utilise les cris de la fille qui est en train de mourir pour mettre sur la fille qui est muette. C'est vrai. Et ça j'ai trouvé ça sympa. C'est très malin. Non mais il y a plein de bonnes idées dans ce film, vraiment. Donc là il n'y a pas trop de doute. Encore que, elle part quand même assez vite. Elle part vite, donc encore une fois, avec le faux couteau et le faux sang, ça aurait pu être effectivement... Du flanc. Du flanc, ouais. Donc elle fait tomber, ça c'est super important, elle fait tomber le truc. Et voilà, et là ça glisse. Ouais. Et c'est ce plan qui pour moi, je sais pas si je l'aurais mis. C'est un peu grossier. On en a besoin, mais il aurait tourné autrement. Tout tombait, on voyait des trucs glisser en dessous. Point. Oui. Et là ça sort. Que là, on joue avec le ralenti. Il insiste un peu trop. Mais c'est important quand même pour la suite de l'histoire. Mais bon, il aurait pu revenir avec un flashback derrière. Très bien, on aurait pu revenir sur cette scène-là où on voit tout glisser. À la De Palma complet, qui a utilisé plein de fois cette technique aussi, effectivement, de revenir sur les faits plein de fois jusqu'à ce qu'il y ait un détail qui en plus, quoi. Bon. Voilà, là on termine l'extrait là parce que j'ai remis la suite parce que sinon ça faisait vraiment on va mater les films ensemble. C'est là voilà. Alors on verra la suite après parce que c'est fameux la scène qui suit. C'est la course poursuite. Oui, on peut le dire. Oui, un petit peu, mais c'est ce jeu cache-cache.
Un jeu cache-cache, ouais, qui fonctionne plutôt bien dans le couloir. Ouais. Donc là, pour revenir sur ce qu'on vient de voir, voilà, on peut peut-être parler du snuff movie parce que là, clairement, on peut dire un mot voit là-dessus. ce que c'est. Si vous connaissez pas le snuff movie, c'est le fait de tourner des meurtres réels. Voilà, et ça, c'est sur Internet, surtout sur le début de l'Internet, ça a beaucoup été. Il y en a qui ont beaucoup joué là-dessus. Et sur le web, on pouvait trouver ce genre de vidéos. Soi-disant. Moi, je sais que ça m'a beaucoup intrigué, ça. Bah, ouais, moi aussi. Je me vois sur 8 mm. C'est pas un film qui m'a marqué, moi. Grâce à ce film. Celui-là. Moi, il m'a énormément marqué. Parce que j'avais vu ça avant. Je sais pas. Oui. Pourtant, il est bon, ce film-là. Je crache pas du tout. Qui a réalisé ça? Je me souviens plus. C'est Joel Schumacher. Oui, c'est bien Joel Schumacher. Ouais, réalisateur de Chute Libre, c'est bien. Ouais, c'est bien ça. C'est Joel Schumacher. Pas n'importe qui quand même. Hein. Non, c'est ça. C'est lui qui avait fait les Batman pourris. Oui, c'est vrai. Et on a tendance à trop réduire sa carrière à ça, alors qu'il a fait des trucs excellents. Et encore, moi j'aime vraiment beaucoup Batman Forever. Mais Batman Robin, c'est de la vraie merde. Ça, on est d'accord. Batman Forever, moi j'aime beaucoup aussi. Mais Forever, il est. Je dis que c'est de la merde parce que les spectateurs, je pense que quand on a vu ce qui est arrivé derrière avec la trilogie de Nolan, et puis ce qu'on a fait aujourd'hui, forcément, quand on regarde ça, c'est un ovni aujourd'hui, les Batman de cette époque. Complet. Mais le Forever, moi j'aime bien. Le Forever, il est trop bien. Les persos sont bien, il y a un casting de malade. Moi, il y a une ambiance, moi j'aime beaucoup aussi. Mais le Batman et Robin était complètement foiré, et ça c'est un fait. Et 2 ans après, justement, c'est son film juste après Batman et Robin. Il revient en 99 avec 8 mm, et franchement, c'était quand même un thriller très sombre qui avait bien secoué. Moi je sais que je l'ai vu au cinéma. Il a interdit au moins de 16 ans, je crois, le film. Là. Ah ouais, parce qu'il y a 2-3 scènes bien violentes. C'était hard. Hein. Il surfait sur la vague de Seven. Oui, c'est vrai. Oui. C'est juste après, donc beaucoup de thrillers dans cette période. Ouais, c'est vrai. Fin 90, violent, on a beaucoup. Vraiment, et violent. Et vraiment violent. Et moi, je connaissais pas le concept des snuffs. Effectivement, j'avais découvert ça avec 8 mm. Et ça m'avait vraiment dérangé, quoi. J'étais jeune, j'avais, encore que quand celui-là il sort. 99, c'est quand même bizarre, j'aurais pensé plus tard, mais j'avais 20 ans. Moi, j'aurais dit plus tôt. Ouais. Moi aussi, je pensais 97 plutôt, 97, 96. Non, 97, c'était Batman et Robin. Ouais. Et donc celui-là, il sort 99. Bref, j'ai 20 ans, mais je découvre ce concept qui me dérange assez profondément. Et ça existait déjà avant Internet, en fait. C'était des choses qui s'échangeaient au marché noir. Mais effectivement, avec Internet, le snuff a pris une autre dimension, ce qui devenait plus facile de s'en procurer. Et voilà. Bref. Mais moi je connaissais pas, et donc toi tu connaissais déjà ça grâce à Témoin muet, quoi. Ouais, mais je l'ai vu tout, Témoin muet. Ça fait partie des films qui étaient dans la filmographie des cassettes de papa. Ah ouais. Et que j'ai voulu regarder. J'ai regardé déjà pas mal de films d'horreur et tout, alors que ça m'avait pas trop gêné, mais c'est un film qui m'avait marqué. Il m'avait marqué par son ambiance, par le fait que elle était muette et tout. Moi, ça m'avait beaucoup intrigué. Alors je devais peut-être avoir 10 ans, 10 ans peut-être que c'est peut-être ça. 96, 17, 18. Ouais. Donc j'ai dû le voir, c'est ça, j'avais 11 ans, allez. Ok. Mais... Donc 8 mm, il m'a beaucoup moins marqué que celui-là. Ouais, d'accord. Ça se tient. Mais il est très bon, je dis pas que 8 mm c'est pas un bon film, mais du coup je m'en souviens moins bien. Marrant, ok. Donc là voilà, alors sur Témoin muet, donc le snuff movie, comme tu dis, qui a pris un ampleur, surtout avec le début d'Internet, donc on est vraiment dans cette période-là. Fin 80, début 80, début 2000. C'est vraiment cette période qui fait que le snuff, mais c'est assez vite estompé. Heureusement, je dis pas que c'est devenu une mode, mais dans le cinéma, ça aurait pu être exploité plein de fois. Je pense avec les found footage, par exemple. Ça aurait pu être exploité autrement. Ouais, pas tant que ça au final, mais après, je pense que sur les débuts d'Internet, comme il y avait beaucoup moins de contrôle que maintenant, on aimait bien se faire peur. Et moi, je sais que j'allais voir des images gore, mais tu peux même pas imaginer. Mais des trucs, c'était des vraies photos, parfois, tu vois, de vrais cadavres, de vrais accidents. Enfin bref, des choses qui sont devenues difficiles à trouver aujourd'hui. Et des soi-disant snuffs, mais à mon avis, il y avait beaucoup de faux snuffs. Il y avait du fake. Du fake. On y allait. Du fake, on y allait pour se faire peur, on essayait d'en trouver pour se faire peur. Mais je pense que les vrais snuffs, ça restait vraiment un truc sous le manteau qui restait difficile à trouver. Je pense qu'il y a eu du faux snuff et c'était pas plus mal. Oui, parce que pas plus mal. Quand même. Mais bref. Donc ce film-là utilise justement cet effet de mode, si je puis dire, mais qui est intéressant, qui a un point de vue forcément intéressant, puisqu'on peu connu au cinéma. Ouais, c'est vrai.
Et donc, ce qui se passe, c'est que dès le départ, on a ce jeu du chat et de la souris. Et moi, il y a une scène que j'ai vraiment bien aimée. Il y a plusieurs scènes. Hein. Elle va se cacher, il va y avoir le couloir. Et puis après, elle va devoir partir du couloir. Et puis après, il y a tout le passage où elle se cache dans les poubelles. Puis après, elle revient au couloir. Enfin, il y a vraiment plusieurs étapes. L'ascenseur. Ouais, c'est vrai. Il y a une scène aussi qui est plutôt bien dans l'ascenseur. Exact. Mais il y a vraiment plusieurs choses, mais j'ai noté la scène du couloir. Moi, je trouvais que la scène du couloir était super sympa parce que il y a une vraie bonne gestion de l'espace. Il y a une vraie bonne gestion du timing aussi. Tu sais, de quand elle se cache. Ah oui, et magique le moment là. C'est incroyable. Je sais pas combien de fois ils l'ont retourné. Ouais, ils ont dû le faire. Mais même moi, j'ai dit. C'est au millimètre. Ouais, c'est au millimètre. Elle part et lui il arrive. Ouais, on va regarder. Ouais, on va regarder justement avec la scène du couloir. Voilà, on l'a en entier. Parce que là c'est la transition et on a la vidéo en entier ensuite avec le couloir que voici. Donc, voilà. Mais ouais, j'étais bluffé par le timing. Ça a dû être sympa à tourner. Ouais, c'est clair. Ça a dû être. C'est sûr qu'ils l'ont refait plein de fois. Parce que là, on l'a vu. Donc, il arrive, elle s'est cachée. Et donc, elle, son but, c'est de partir par l'issue de secours. Et alors, elle ne le sait pas encore, mais c'est fermé. C'est fermé. En plus, il va lui falloir la clé. Enfin, bref. La clé, elle est juste à côté de la porte. Elle est à côté de la porte. Elle est vitrée. C'est cette petite vitre de sécurité qui est là. Et voilà, il ne faut pas faire de bruit. Ouais, parce qu'elle est muette, mais elle n'est pas sourde. Et ça, c'est important. C'est important, c'est établi dès le départ. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, là, il y a tout un jeu du chat et de la souris où lui, il check les portes une par une et elle se cache. Et vraiment, là, il y a une belle tension qui marche bien. Il y a de beaux effets de mise en scène. On est d'accord sur la lumière et tout. La lumière, la profondeur du couloir et tout, qui est vraiment utilisée. Là, on voit bien. Là, c'est top. Il est chouette, le plan. Ouais, c'est vraiment des beaux plans. C'est malheureusement des choses qu'on voit moins en moins au cinéma. J'ai l'impression que les nouveaux réalisateurs aujourd'hui, ils s'en foutent. Ils travaillent plus leurs plans. Non, on travaille plus les plans. On raconte, il raconte l'histoire, mais on pose la caméra, quoi. Parce que là, moi, je trouve ça regarde chouette. La profondeur que ça donne et tout, on est avec elle en fait, on tient pour elle, on se dit putain, pourvu qu'elle arrive à s'en sortir. C'est parce que là, voilà, pour le redire, tu l'as dit tout à l'heure, mais comme on voit la scène, c'est qu'il ne sait pas si vraiment il y a quelqu'un. Non, lui, il ne sait pas s'il y a quelqu'un, c'est ça qui est. Là, il va encore entendre du bruit parce qu'il a entendu le verre et paf, hop, il sort. Ouais. Et moi, il n'y a toujours rien. Donc là, voilà, la caméra. Mais là, il a entendu un bruit, donc là, il avance. Et le fait de mettre en caméra subjective, ça augmente beaucoup la tension, tu vois, c'est très malin. Et là, regarde, c'est pareil, c'est excellent. Parce que ça marche. Ouais, et paf. Ça marche bien. Et voilà, j'ai arrêté là parce que si la scène a dure, ça c'est le début, quoi. Là, ils vont se suivre pendant un bon moment, il va lâcher l'affaire, puis après, ils vont avoir un nouveau doute, et ainsi de suite. Non, il y a les poubelles, c'est cool. Quand elles se cachent sous les poubelles, à un moment où on croit qu'ils sont partis, puis en fait, ils reviennent. Enfin, ça marche vraiment bien. Parce que tu dis, ils balancent le cadavre dans la cage d'ascenseur pour cacher, puis ils vont la laisser là. Puis finalement, non. Ils sont repartis dehors et puis du coup ils sont en train de récupérer les sacs pour avoir plus facile que de se les trimballer à la main. Non, c'est bien pensé, c'est vraiment malin. Ce que j'aime bien, enfin voilà, j'aime bien, ça fonctionne bien. Là, franchement, moi je suis devant le film, je le découvre, parce que là je l'ai vu il y a un jour ou deux, vraiment pour l'émission. Et je me dis, putain, c'est dingue, j'ai jamais entendu parler de ce petit truc. C'est vraiment un film qui quand même passé inaperçu, quoi. Ouais. Et le réalisateur, enfin, il n'y a personne de vraiment connu. C'est dommage parce qu'elle. Alors, je dis pas que c'est une bonne comédienne parce que je trouve que sur des plans, elle joue super bien, surtout dans les plans. Alors, est-ce qu'elle est vraiment muette? J'en sais rien. Non, elle n'est pas muette. Elle n'est pas muette. Ah oui, voilà, t'as l'info, ok. Ouais. Et ça, je peux te le dire. Par contre, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'elle n'est pas américaine. Ah, elle n'est pas américaine. C'est une actrice russe qui joue le rôle d'une américaine, mais quand ils ont tourné le film, elle parlait pas un mot d'anglais. D'accord, ok. C'est rigolo. Voilà, on parle pas un mot non plus là. Et du coup, comme elle parle pas, ça s'entend pas. Ça s'entend pas, ça marche bien. Ça marche bien, ouais. Ok. Ouais, parce que je dis, elle a pas vu, elle a pas percé, on l'a pas vu ailleurs. Mais c'est peut-être pour ça en fait. C'est peut-être parce qu'elle est russe, du coup. Peut-être. Les Américains, les Russes. Déjà, c'est bizarre. Après, c'est toujours les Russes qui sont méchants, c'est les Américains. Oui, donc là, c'est ça le doute qu'on avait entre le film, parce que c'est un film russe, que c'est un film américain. Je pense que c'est vraiment un film américain et voilà, on utilise encore une fois la Russie. Enfin, ils utilisaient à l'époque surtout la Russie parce que c'est grand méchant, quoi. Et encore plus, on comprend encore plus aujourd'hui tout ce qui se passe. Oui, ça n'a jamais trop changé. Forcément, non.
Mais je voulais dire, voilà, un défaut que je voulais mentionner. Oui. Donc, suite à ces belles scènes de tension, il y a quand même un truc qui est très bête. Une fois qu'elle arrive à s'échapper, on l'a dit avec cette scène où il y a encore un peu de tension parce qu'il y a le mec qu'on vient de voir qui la maintient dans les poubelles et qu'il y a sa copine à elle qui arrive, enfin sa sœur d'ailleurs, qui arrive juste à ce moment-là et qui lui dit « Mais allez chercher des secours, je m'occupe d'elle » et que, en fait, heureusement, elle part pas. Bref. Après ce gros moment de tension, donc là, il y a toute la scène avec les flics. Ils appellent les flics viennent, et donc on en a déjà un peu parlé, ils vont retracer un peu tout le truc, voilà. Donc tout de suite, eux, ils disent, bah non, c'était des accessoires, c'est là qu'ils sortent le faux couteau, le faux sang. On se dit, ah ouais, ok. Mais elle dit, oui, mais dans les poubelles, moi j'ai vu le visage de la fille dans les poubelles, donc ils vont fouiller dans les poubelles et ils retrouvent le masque. Donc du coup... On se dit, bah, qu'est-ce qu'elle a vu en fait Oui, c'est ça. Même nous, ça nous fout le doute. Bon, on l'a vu, mais on l'a vu brièvement. On ne sait pas si c'était vraiment le visage de la fille. Ça. Nous, on veut nous faire croire ça, mais c'était peut-être tout à fait le masque, parce que comme il est transparent et tout, ça pouvait marcher. C'est ça. Et bref, après toutes ces longues discussions avec les flics, tout le monde conclut que non, elle s'est affolée pour rien, et tout se finit bien, entre guillemets. Mais pour moi, il y a un énorme défaut là-dedans, en fait. C'est l'actrice. Pourquoi personne ne demande où est l'actrice? Parce que Billy, elle a vu une actrice se faire tuer. Oui. Il n'y a pas une question sur l'actrice, ils essaient même pas de dire bah elle est rentrée chez elle, bon bah on va la chercher, on va la voir. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. C'est complètement con. Il y a un énorme trou par rapport à ça dans l'enquête. Il y a personne qui se pose pas la question. Oui, tu as raison, oui, c'est vrai. Oui, c'est quand même con. C'est tout simple. Hein. Bah oui. Mais en fait, ça. Alors, tant mieux si tu n'y penses pas. Ah, j'y ai pas pensé, c'est vrai. Tant mieux si tu n'y penses pas, parce que du coup, ça passe bien dans le film. Mais moi, à un moment, je me dis, mais il n'y a personne qui demande où est l'actrice. Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire, mais oui, mais c'était du faux sang, c'était ci, c'était ça. Oui, parce qu'ils vont même jusqu'à avoir vidé le bidon d'hémoglobine qu'on a vu avant, qui était plein. Comme ils n'avaient pas tourné la scène, il était plein. Et quand elle veut à tout prix démontrer que c'est pas du faux sang, elle veut montrer ce que c'est et tout, bah, tu vois que le bidon, il est vide. Ouais, donc, du coup, on rejoue aussi là-dessus en me disant, est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, c'est peut-être Billy qui a Mais c'est vrai que la fille, on n'en parle pas. Mais il n'y a personne qui demande, mais au fait, où est l'actrice? Et rien que ça, alors c'est pas une erreur, c'est forcément volontaire de la part du réalisateur qui a écrit le film aussi, hein. Parce qu'effectivement, bah, du coup, si les flics demandaient à voir l'actrice, bah là, il y aurait un problème. Encore qu'ils pourraient faire témoigner une autre fille. C'est ce que j'allais dire. À la limite, ils auraient pu faire intervenir un autre personnage qui est dans le coup, puisqu'on a vite l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le coup. Et c'est un autre défaut du film. Dont les flics. Voilà, les flics qui sont dans le coup, quoi. Du coup, c'est vrai. Mais pas les flics, là, d'autres flics, mais un peu trop facilement, quoi. Un peu trop facilement, c'est ça. Ce serait, Après, c'est un complot national, hein. Ouais. C'est clair. Donc voilà, c'est un peu. C'est dommage pour ça. Ça, c'est vrai, c'est ce que j'avais noté, c'est ce côté-là. Où derrière, c'est une organisation de malades. Tout le monde est corrompu, en fait. Voilà. Tout le monde. Tout le monde. Mais en fait, ils jouent là-dessus parce que les premiers flics sont a priori les seuls qui ne sont pas corrompus et ceux qui vont intervenir par la suite le sont à peu près tous. C'est ça. Après, ils veulent jouer avec ça aussi. Mais il y a un jeu avec ça aussi. Avec un des personnages. Voilà, je dis, parce qu'un coup oui, un coup non, oui. Et on rejoue sur ça. C'est pour ça qu'il y a vraiment, vraiment deux parties dans le film. Ouais. Il y a une cassure et en fait, si tu veux, comment dire, à partir du moment où, là, je suis un tout petit peu sorti du film parce que d'une part, je me disais, il rappelle pas la fille, l'actrice, personne s'inquiète de l'actrice. C'est un peu dommage parce que voilà, c'est un peu gros. Et puis le fait que Billy, donc après, c'est bon, tout est fini et elle rentre à la maison tranquillement. À l'hôtel, on ne sait pas si c'est un appartement. C'est bizarre aussi, ça. C'est peut-être un appartement qu'il loue, oui, effectivement. Mais et pareil, je trouve ça bizarre parce qu'il y a sa sœur qui lui dit, viens, tu passes la nuit avec nous. Et Billy, elle est quand même en état de choc. Elle est persuadée d'avoir assisté à un meurtre. Tu vois, elle en est sûre. C'est clair. Et puis non. Et elle dit, non, c'est bon, je vais rentrer à l'hôtel. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Enfin, elle devrait être en panique. Elle devrait avoir peur. Même sans parler du fait qu'elle aurait peur des représailles éventuelles, elle devrait être un peu choquée, tu vois. Non, elle va prendre son bain comme si rien n'était. Hein. Voilà, elle dit non, je préfère rester tout seul. Comment ça? Enfin, elle le dit pas parce qu'elle est muette, mais oui, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu con. Ouais. C'est vraiment pour amener la scène suivante, parce qu'on s'en doute, effectivement, ils vont venir la rechercher là où elle loge. Parce qu'il y a cette scène avec le méchant, parce qu'il y a une transition, il y a le gardien qui se fait buter également. Donc nous, on sait que là, à partir du moment, il y a plus de doute. Parce qu'il y a une transition, il n'y a plus de doute, c'est vraiment un meurtre. Parce qu'il bute le gardien qui est russe.
qui découvre le corps qui est en train de brûler. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il récupère les sacs poubelles pour le brûler, et du coup, on voit un crâne qui est en train de brûler dans le... Pareil, c'est un peu gros. En fait, je trouve que ça va un peu vite. C'est dommage, hein, parce qu'il n'aurait pas fallu montrer tout ça, en fait. Non. On aurait pu entendre le chien, et puis lui, il part, et ça s'arrêtait là. Ouais. Le doute toujours de dire, est-ce que le chien, il a pas... ouais, c'est pas fait mal. On serait resté dans le doute, je trouve, limite le film marchait mieux. En fait, on n'a pas besoin d'être sûr. Nous, on a le doute et je pense que ça suffit qu'on ait le doute. Plus on a le doute, plus il y a un stress quand même. Et... Voilà, c'est ça. Que si on te donne des clés tout de suite. Ouais. Mais parce que je pense qu'ils ont voulu tourner une page en disant voilà, vous savez au milieu du film que c'est que c'est vrai, que c'est un snuff movie, machin, et on raconte autre chose. Parce que là, les méchants qui rentrent en jeu, où là tu découvres que c'est une mafia. Ouais, alors ça. Je puis dire. Ça, c'est super important. Et effectivement, il y a un vrai tournant au bout d'environ 45 minutes de film, donc la moitié, la bonne époque où les films duraient 1h30. Ouais, c'est clair. C'est quand même fantastique. Et là, c'est top. C'est une bonne durée. C'est la bonne durée. T'as pas le temps de t'ennuyer, de regarder la montre et tout. Ouais, ça, je suis d'accord. Et donc là, effectivement, il y a un gros changement où on voit le réalisateur et puis l'acteur, celui qui a commis le meurtre, qui sont confrontés à un homme très mystérieux dans une voiture, qui apparemment est le commanditaire et qui demande si tout s'est bien passé. Et le réalisateur dit oui, c'est bon. Et il redemande, est-ce que tout s'est bien passé ? Oui, c'est bon. Ouais, en fait, en gros, non. En fait, il y a une témoin et en gros, il dit, tant qu'il y a une témoin, il n'y aura pas de fric. Et donc, ça relance tout le film parce que c'est vrai qu'a priori, aussi étrange ça puisse paraître, le réalisateur et l'acteur, ils étaient prêts à en rester là avec Billy. Oui, c'est vrai, ouais. Et la laisser tranquille. Admettons. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce qu'il la suit à tout prix, il s'acharne sur elle. Et puis finalement, une fois qu'il part, on va laisser la se barrer. De toute façon, l'affaire elle est tombée. C'est pas fini parce que ils ont quand même dit, on va dérocher parce que le film en question. Il y a ça. Oui. Et le film en question, du coup, dit, tout a été filmé, donc forcément, il y a la bobine, elle est là. Oui. Donc la technicienne, la sœur qui est technicienne, elle dit attention parce qu'ils allaient retirer les bobines directement de la caméra. Et voilà, quand on sait que le négatif, il faut pas qu'il soit exposé à la lumière, sinon il est cramé et c'est foutu. Ouais. C'est vrai. Donc du coup, elle explique qu'il faut manipuler correctement. Donc elle arrive à sortir la pellicule convenablement. La police repart avec pour justement faire pour vérifier. Pour vérifier, pour faire le négatif, pour qu'on puisse projeter en 35 mm tout ça. Et il y a une scène où justement ils vérifient le contenu du film. Et il se trouve qu'ils ont juste les rushs de la journée, de ce qui a été tourné. Ils ont les rushs, de la première scène que nous on a vue, de la mort ridicule de la fille, mais pas le snuff. Non, pas le snuff. On ne sait pas trop d'ailleurs comment c'est possible qu'ils aient pas le snuff vu qu'ils ont sorti directement la bobine de la caméra. Mais ça c'est bizarre parce que je me t'ai dit ça viendra après. Moi je sais pas pourquoi, mais même dans mon souvenir j'avais le sentiment qu'il y avait le film. Qu'il y avait le film tourné l'après-midi, puis que ça avait été dans la continuité de la pellicule. Ça aurait été et que ça apparaisse, et puis qu'on voit justement. C'est ce que j'ai pensé aussi. Et non, ça n'apparaît jamais, il n'y a plus rien, c'est fini, on en conclut que finalement, c'est qu'elle arrivait, quoi. Ouais. Ce qui est très étrange, parce qu'ils le sortent de la caméra, le film, tu vois. Donc, à quel moment. Bon, tu me diras, il y a plein de moments dans la course-poursuite, le jeu du chat et de la souris, il y a plein de moments où on ne voit pas ce que fait l'un des deux. Ouais. Mais il se serait fait chier à remettre l'autre film sans l'exposer toujours à la lumière. Alors qu'ils n'ont pas l'air très au courant quand même. Ouais, c'est un peu alors que le mec il travaille dans le cinéma aussi. Il est censé être technicien dans le cinéma, donc il doit quand même être au courant de ça. Enfin, je sais pas, à l'époque c'était quand même la base. Aujourd'hui c'est le numérique. On est loin de tout ça. Mais à l'époque c'était une évidence. Donc je pense que c'était le b.a-ba, t'étais au courant de ça. Donc c'est pareil, c'est un peu bizarre. Mais à la limite. Imaginons que l'autre il est sorti, il est rangé, ou qu'il a planqué la caméra, puis finalement il a peut-être pas utilisé la vraie caméra de tournage. C'est pareil, ça serait con aussi, parce que finalement pourquoi le tourner là si c'est pas pour utiliser tout le matos qu'il y a. C'est un peu bizarre. Bon, bref, admettons. C'est pour chipoter, mais c'est que ça, dans un trailer, tout a son importance. Moi, je pense que chaque fait, chaque geste a son importance. Ouais, je suis assez d'accord. C'est ce qui fait un bon thriller. Normalement, oui, bien sûr, chaque détail. Et mais bref, je reviens à la scène du commanditaire. Parce que c'est là que j'ai les plus grosses anecdotes sur le film, en fait. Tu veux peut-être voir l'extrait du méchant ? Oui, allez, et comme ça, on voit et on se met dans l'idée pour ceux qui n'ont pas vu. Qu'on comprenne bien de quoi je vais parler. Et après, Alors, le méchant arrive en voiture. Donc là, voilà, ils ont conclu que c'est terminé. Ouais. Alors, je sais pas ce qu'il lui donne là. Je pense qu'il lui donne le vrai. Comment il lui donne pas la copie du film? A priori, ouais, je pense.
Ce serait logique, je vois pas ce qu'il peut lui donner d'autre. Mais donc on aurait pu le raconter. Que pour le spectateur, ça soit une évidence. Oui, là, quand tu vois le sac, tu te doutes que c'est de la pellicule, mais c'est pas clair pour le spectateur. Donc voilà, le méchant. Voilà le méchant. Alors là, moi, j'ai été choqué. Totalement choqué. En fait, c'est presque une triple anecdote que j'ai à propos de cette scène. Et c'est assez ouf. Parce que, au début du film, dans le générique, moi, je ne connaissais aucun nom de personne. Là, quand cette scène commence, plus moi, je l'ai regardé en VO. Quand cette scène commence, tant que le mec est dans la pénombre, je me dis, mais je connais cette voix. Ah oui? Je connais cette voix. C'est pas n'importe quel acteur. Et quand il monte sa gueule, je me dis, mais merde, mais c'est lui. C'est vraiment lui. C'est Alec Guinness. Et Alec Guinness, c'est loin d'être un inconnu. Alors, peut-être moins pour notre génération, mais ça a été un très très grand acteur des années 50, 60, je dirais. Je crois même qu'il a eu un Oscar pour Le Pont de la Rivière Kwai. C'est un acteur très connu. C'est vraiment un acteur qui a une très grande carrière. Et moi, je le connais beaucoup, mais pour un seul rôle, et qui est quasiment l'un de ses derniers, en tout cas, et qui n'est pas du tout représentatif du reste de sa carrière. Mais Sir Alec Guinness, parce qu'il a été anobli par la reine, Sir Alec Guinness, en 1977, il a tourné dans un petit film de science-fiction qui s'appelait Star Wars, et il jouait le rôle de Obi-Wan Kenobi. Ah bon? Eh oui, Sir Alec Guinness, c'est Obi-Wan Kenobi dans Star Wars en 77, dans l'Empire contre-attaque en 1980 et dans Le Retour du Jedi en 1983. Ah oui, mais c'est comment pour ça. On ne connaît pas parce que Eh ben non, parce qu'il est dans l'ombre, il n'a pas la barbe. C'est surtout ça en fait, il n'a pas la barbe d'Obi-Wan Kenobi. Mais moi j'ai reconnu sa voix et son accent et je me suis dit mais putain mais c'est Obi-Wan, c'est un truc de ouf. Et son nom n'était pas au générique et je comprenais pas pourquoi parce que c'est un acteur hyper connu. Au générique du début. Ouais, au générique du début là du film. Ou alors j'ai pas fait attention et j'ai tourné la tête juste au moment où il y avait son nom. Mais en tout cas, je n'avais pas vu son nom et je me dis mais il y a Alec Guinness dans ce film, mais c'est un truc de fou. C'est comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ça. Ça c'est un détail. Mais attends, l'anecdote qui le concerne va beaucoup plus loin. Est-ce que Lizou, tu peux nous remettre la scène, s'il te plaît, le même extrait? Le même extrait où donc au début il est dans l'ombre et puis tout doucement on va voir son visage et donc on a un dialogue en chant. Je pense qu'ils doivent jouer avec ça. On a un dialogue en chant contre chant. Attends, parce qu'il y a une anecdote qui est folle, mais folle. Tu n'imagines même pas à quel point c'est fou en fait cette scène parce que ça a été tourné donc on va dire en 1995 alors que les plans sur Alec Guinness ont été tournés 10 ans avant. Ils ont été tournés en 1985. Ça là? Ça, oui, ça, il y a 10 ans de différence entre ce plan-là et ce plan-là. Ah bon? Ouais, c'est un truc complètement dingue. Je n'avais jamais vu une anecdote comme ça. En fait, le réalisateur, donc comment il s'appelle? Anthony Waller, le réalisateur scénariste de Témoins muets, il était hyper fan d'Alec Guinness et il avait déjà pour projet de faire ce film dans les années 80. Et il avait une version préliminaire du script. Et un jour, en Allemagne, il tombe par hasard sur Alec Guinness, qui est en train de tourner un film là, en Allemagne. Et il lui dit « Oh monsieur, j'adorerais que vous apparaissiez dans mon film. Je suis en train de préparer un film. Voilà, j'adorerais que vous tourniez une scène dedans. » Et Alec Guinness lui dit « ça va être un peu compliqué parce que là, moi, je suis déjà booké pendant 18 mois. Les 18 mois qui viennent, j'ai des tournages de partout. Donc, ça va pas être possible à court terme. Et en plus, alors, du coup, Anthony Waller lui dit, on pourrait le faire ces jours-ci peut-être, juste un petit caméo. Rien, s'il vous plaît, quoi. Vraiment, ce sera un honneur, un immense honneur pour moi que vous soyez dans mon film. Et du coup, Alec Guinness lui dit, je prends l'avion demain. Je repars demain. Et Anthony Waller lui dit, écoutez, on va monter un truc. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tourné le lendemain matin dans un parking souterrain en Allemagne. Et ça se voit pas parce qu'en plus, c'est ouf parce que la scène est en extérieur là. Donc, mais vu qu'il a cadré serré en fait sur lui, on voit pas du tout que en fait tous les plans de la voiture, enfin les plans serrés de la voiture, parce que tout a été retourné après quand les voitures arrivent et tout. Tout le reste, mais c'est juste ce plan-là. Juste les plans sur Alec Guinness ont été tournés en 1985 dans un parking souterrain en Allemagne. C'est ouf. Ouais, c'est complètement ouf. Et Alec Guinness l'a fait gratuitement.
Il n'a pas été payé et je pense que c'est pour ça que son nom n'apparaît pas au générique. C'est pour ça qu'il n'est pas crédité, parce qu'il l'a fait gratuitement pour rendre service. Et donc, avec une version préliminaire du script, 10 ans avant le tournage de tout le reste du film. C'est ouf. C'est hallucinant. Ah ouais, c'est incroyable. C'est une anecdote de folie. Et puis on voit pas sur le grain, parce que comme en 10 ans, la technologie, ça se voit pas. On le voit hein, dans les films faits en 80 et puis les films des années 90, on est déjà sur d'autres caméras. Et là, ça fonctionne ça ouf. Marche tu poses pas la question en disant c'est bizarre. Non, c'est ouf. Ah, c'est une belle anecdote pour le coup. Ah, c'est franchement. Quand t'aurais gagné là sur le jeu des anecdotes. Oui, c'est ouf. C'est pas mieux. Elle est incroyable. Franchement, cette anecdote, elle est complètement ouf. Et du coup, ça va. Il y a encore une micro-anecdote liée à ça, c'est que c'est la dernière apparition de Alec Guinness dans un film. Ah bon? La dernière fois qu'il est décédé juste après? Non, il est décédé longtemps après, mais il avait pris sa retraite. En gros, et il tournait plus. Et c'est la dernière apparition, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, en 80. En 95, mais pour une scène tournée en 85. C'est ouf, hein? Ah oui, c'est incroyable ça. Il est mort beaucoup plus tard, Alec Guinness, il est mort en 2000, à l'âge de 86 ans. Mais il était à la retraite depuis très longtemps, et je ne sais pas si je retrouverai sa filmographie complète, mais en tout cas... il en a fait, quoi. C'est ça, ouais, il en a fait plein. Mais bon, de toute façon, après Star Wars, les gens le voulaient, surtout parce que c'était Obi-Wan. Dans Star Wars. Après, il avait une voix peut-être aussi, parce que du coup, moi je l'ai vu en français, j'ai pas vu la version originale, donc peut-être qu'il a un timbre de voix, que si tu l'as reconnu, moi je l'ai reconnu direct. Ouais. C'est quand même, ça veut dire beaucoup. Je l'ai reconnu, mais parce que je connais toutes les répliques d'Obi-Wan par cœur aussi en VO. Oui, c'est vrai que tu es vraiment fan de Star Wars. Des vieux Star Wars. C'est pour ça. Mais il a eu... et c'est ça, pour Le Pont de la Rivière Kwai, il a eu l'Oscar du meilleur acteur. Ah, quand même, ok. Ah, oui. Tu vois, c'est loin d'être un inconnu, en fait. Hein. Et il a eu le BAFTA aussi du meilleur acteur, pareil pour... Parce qu'il est anglais. Alors du coup, ça revient peut-être sur cette question de savoir si le film est vraiment américain. Peut-être qu'il est anglais, il est peut-être... Ouais, bah si, parce qu'ils l'ont mis, c'est américain. Mais voilà. C'est pour ça aussi qu'il parle un peu d'anglais. Sur Wikipédia, ils disent que le film est russe. Donc, tu vois, c'est pas clair. Non, pas sûr qu'il soit russe, moi. Mais cette anecdote est complètement dingue et on le revoit à la fin du film. Oui, il revient. Oui, il revient en voiture. Et du coup, ils avaient tourné les deux quand même ou ils ont... Non, en fait, il a juste réutilisé. C'est-à-dire, il réutilise le plan. Il y a une doublure, ouais. Il réutilise le plan à l'envers. C'est-à-dire qu'il a retourné l'image, la gauche devient la droite et la droite devient la gauche parce que la voiture est pas dans le même sens. Mais c'est juste un petit plan où on voit bien son visage, mais en fait, c'est la scène qu'on vient de voir où il a juste repris un petit bout qu'il a remis à la fin en l'inversant. Et il y a une doublure en fait qui est filmée de 3/4, mais de l'arrière, tu vois, où on voit juste ça et puis un peu son nez, et on se rend pas compte que c'est pas le même acteur. Et du coup, ça marche. Et c'est pour ça qu'il sort pas de la voiture à la fin. C'est pour ça qu'il sort jamais de la voiture en fait, parce que les seules images qu'il avait d'Alec Guinness, c'est dans la voiture et en gros plan. Ah oui, il a vraiment que ce plan-là. Ouais. Mais ça marche de ouf parce que t'as vraiment l'impression que c'est lui qui revient à la fin du film. Incroyable, ouais. Ah mon chapeau, magnifique anecdote. Ouais. C'est hallucinant. Je sais pas, ouais, franchement, ça ne se voit pas en fait. C'est ça qui est fou. C'est que ça ne se voit pas. C'est une des anecdotes les plus dingues. Un plan qui a été tourné 10 ans avant, qui est complètement raccord, que dans l'extrait qu'on a vu, il y a même un moment où il se coupe la parole. Tu vois, oui, le dialogue, il est tellement bien monté, tellement bien écrit que ça marche, franchement. Alors, il a tourné tout le film sur cette scène, apparemment. Ouais. Pas pourrait se poser la question, que du coup, il avait cette scène-là. Il espérait à tout prix que son film se fasse et qu'il puisse le tourner. Je pense, et que du coup, je pense qu'il a tout monté autour de ça, quoi. Forcément, parce que c'est sûr, pour que ça fonctionne aussi bien. Il a fallu tout faire par rapport à ça. C'est trop concentré sur ça pour lâcher quelques détails importants de son film. Ouais, peut-être. Peut-être aussi. C'est cool parce que le scénario il est bien, quoi. Ouais, mais donc après, effectivement, on rentre dans une deuxième partie du film où Billy... elle s'appelle bien Billy. Hein. C'est bien Billy, c'est toujours Billy. J'ai toujours une hésitation. C'est bizarre, c'est pas forcément non féminin. Mais... Donc forcément, les deux Russes, ils vont aller la chercher dans sa chambre pour l'agresser, pour lui faire la peau, parce que sinon ils ne seront pas payés. Pendant ce temps-là, il y a... il y a une scène intéressante. Parce que j'allais te couper pour ça, parce que je trouve qu'elle est folle quand même. Juste avant ça, pour l'époque. Ouais. On est quand même en 95, imaginons que c'est tourné 94, voilà, vraiment que c'est cette période-là, où là on est quand même sur quelque chose d'avant-gardiste sur la technologie. Ça m'a bluffé. Oui. Parce qu'elle est muette, toujours muette, elle est là, et donc du coup elle peut téléphoner. Oui. Une muette qui téléphone, surtout à cette époque-là, aujourd'hui avec la technologie d'aujourd'hui, bon. Au début, il y a d'abord une première scène de téléphone où elle fait que tapoter dans le... au tout début, hein. Un peu en morse. Voilà. Pour essayer de se faire entendre, de se faire comprendre, mais voilà, elle comprend moyen ce qui se dit, mais elle comprend quand même un petit peu. Ouais.
Il y a un truc qui est bizarre parce que elle l'appelle en morse et puis tout se passe bien. C'est peut-être avant, je sais plus, je me perds. C'est au début du film. C'est tout au début du film. Ouais. Avant, mais en fait, c'est-à-dire qu'elle est bloquée. Elle appelle parce qu'elle est bloquée dans le bâtiment. Elle est censée être bloquée, elle peut pas en sortir. Je sais plus, c'est pas pour dire. Et du coup, elle appelle. Ouais, elle appelle pour dire qu'elle est en retard. Mais on a le sentiment qu'elle est bloquée. Donc moi, elle appelle sa sœur pour dire au secours. Je suis dans le bâtiment, je suis bloqué. Mais elle est pas encore en danger à ce moment-là. Ah non, parce qu'elle sait pas, elle a pas encore vu le snuff. Mais moi, j'aurais dit, écoutez, je me suis fait enfermer dans le studio, je peux pas sortir, appelez quelqu'un pour venir me sortir de là et tout. Et en fait, c'est même pas pour ça, tout va bien. Oui, elle dit tout va bien. Pas bien. de problème, je suis là, vous inquiétez pas, je serai en retard, le temps de récupérer le masque et c'est tout. Je trouve ça un peu bizarre aussi. Oui. C'est tourné un peu bizarrement. Oui, c'est un peu bizarre. Et honnêtement, je pensais que cette scène reviendrait et que plus tard, ce serait quelqu'un d'autre qui téléphonerait en se faisant passer pour elle, en tapotant dans le truc. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Non, oui, j'aurais pu jouer avec ça. Je pensais vraiment que c'était à ça que servait cette scène, parce qu'à part ça, elle sert à rien, quoi. Ouais. Oh, peut-être justement pour le contraste avec l'appareillage qui arrive derrière. C'est-à-dire que là, comme elle est toute seule et tout, elle arrive à se faire comprendre comme ça. Ouais. Même si ça n'apporte rien au scénario. Mais voilà, pour dire que cette scène, quand elle est chez elle dans son appartement et tout, là, où elle a comme un petit ordinateur, où elle clique justement sur un cartoucheur, quelque chose qui permet en fait des phrases préenregistrées, préécrites, où elle appuie, puis après elle peut, c'est un robot qui dicte ce qu'elle veut dire. Effectivement, qui est relié au téléphone, et elle peut aussi taper des phrases, effectivement, qui sont lues par la voix robotique. Ça c'est ouf déjà. Et franchement, la synthèse vocale en 95. Pour avoir joué avec à l'époque, je peux te dire que c'était vraiment pas répandu, quoi. Et puis c'était foireux comme ce qu'on entend dans le film, mais ça restait compréhensible. C'est beaucoup moins avancé que maintenant avec les assistants vocaux et tout, mais ça existait, mais c'était pas courant du tout. Et j'avoue que j'ai été bluffé. J'étais bluffé de le voir. Donc là, on a effectivement la scène où déjà, le méchant veut rentrer dans l'appartement. Donc, du coup, elle est quand même assez costaud parce que le bonhomme, il a l'air d'être quand même assez fou. Elle arrive à refermer. Elle est toujours au téléphone avec sa sœur. Oui. Et sa sœur décide finalement. Je sais pas si tu remarques, elle prend même pas le temps de remettre le verrou. Hein. Je dis ça, elle a juste refermé la porte. Hein. Ah oui, c'est idiot. Et là, elle n'a pas vu même pas un plan où elle craque. Ouais. Et donc là, elle va se servir. Là, elle pense qu'elle est toujours en ligne avec sa sœur, donc elle envoie un message à sa sœur. Mais sa sœur a déjà raccroché. Voilà. Donc du coup, elle va appeler les secours. Elle va appeler les secours. Et voilà. Et là, donc, du coup, on joue sur la tension il va démonter le verrou petit à petit pour créer une tension. Et mais ça marche bien. Ça marche bien. Franchement, ça va. C'est pas mal. Hein. Et du coup, il faut qu'elle tape le truc, tu vois, ça prend du temps, tout ça, ça amène de la tension, et elle clique. Mais et le problème, c'est qu'ils comprennent pas, elle téléphone à la police russe, mais d'abord, elle tombe pas sur quelqu'un. Et puis elle écrit en anglais, quoi. Donc là, elle a écrit Da, elle a quand même écrit en russe. Mais ça marche bien, en fait. Ça sert vraiment la tension du film, parce qu'on se dit, si elle pouvait parler, elle pourrait au moins dire quelque chose, quoi. Et puis en plus, au bout d'un moment, je crois qu'il y a un policier russe qui parle anglais qui va arriver au téléphone et tout, mais c'est une super idée. Franchement, c'est moi, quand j'ai revu cette scène-là aujourd'hui, j'ai dit waouh. C'est hyper avant-gardiste. Franchement, pour un petit film comme ça, avoir eu cette idée-là, c'est très très fort. Et en plus, la synthèse vocale, elle parle avec un accent de merde. Du coup, les policiers russes, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'elle dit. Et ça rajoute encore de la tension. Ça marche bien. Ça doit être un peu bizarre, à cette époque-là. Tu reçois un coup de téléphone avec un robot. Ah oui, tu t'attends pas à ça. C'est sûr. Non, mais c'est vraiment... Et puis tu te mets à sa place. Comment elle peut faire autrement pour appeler au secours? Elle peut rien faire, Heureusement qu'elle a cette technologie déjà là. Oui. Alors là, elle va ouvrir. Alors, je sais pas si j'ai pas coupé. Ça, c'est intéressant. Non, t'as pas coupé. J'ai pas coupé. Non. Voilà. Alors, il faut qu'on discute de ce qu'elle vient de faire, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Bon, on n'a pas vu le plan d'avant, pourquoi elle fait ça. C'est ça. C'est moi, ça m'a un peu sorti de l'attention, ça m'a fait rire, pour être franc. C'est pas le but, mais bon. Bon, après, un petit hommage aussi à Hitchcock. Ce plan-là et cette image avec fenêtre sur cour. Forcément, tout de suite, pense à ça. Hein. C'est plutôt sur le plan d'avant. Quand elle se fait mater par le voisin qui a des jumelles, puis qu'elle ferme le rideau. Parce qu'il y a un raccord avec justement cette scène-là. Pourquoi elle roule, pourquoi elle monte ses seins, c'est parce que le mec la matait juste avant. Et lui, il referme les rideaux.
C'est bien trouvé. Franchement, c'est bien trouvé. Il y a juste un détail que j'ai trouvé rigolo, c'est que le voisin ne la regarde plus. Je vois pas en quoi le fait de montrer ses seins, tu vois, c'est pas... Comme ça avait des warnings sur les tétons, ouais, c'est ça. Puis que le mec, ça flash jusque chez lui, puis qu'il dise oh putain, elle a remontré ses miches, voilà. Mais là, ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment le spectacle. C'est vraiment gratuit, et voilà, ça m'a fait éclater de rire, parce que je me suis dit, si le mec, il te voit pas quand tu fais des grands signes, il te verra pas si tu montes tes seins, ça n'a pas vraiment de sens. Ouais. Bref. Ça fait partie des effets comiques du film. Alors, je pense pas que ça c'est un effet comique. Hein. Non, celui-là, il est pas non, mais qui fait sortir un peu du truc. Parce qu'il y en a surtout beaucoup avec le réalisateur. Le jeune réalisateur qui est complètement à côté de la plaque. Qui est fils à papa, tu comprends très vite qu'il est en Russie, c'est pas pour rien, c'est parce que tout le monde se connaît, son papa est de s'il est gouverneur, ambassadeur, je sais pas trop quoi. Il connaît l'ambassadeur, donc on comprend vite que voilà, il est là, que c'est un fils à papa, quoi. Ça n'apporte rien au film. Mais pour montrer que le personnage, il s'en fout de tout, très égoïste, et voilà, quoi. Et donc à partir de là, le film va se séparer, on va dire, en deux histoires. Il va y avoir d'un côté Billy qui essaye d'échapper au tueur parce qu'il y a un policier qui va arriver, mais on ne sait pas s'il est corrompu, s'il n'est pas corrompu, donc elle va lui faire confiance, puis après pas, puis après si, puis après pas. Ouais, c'est vrai que là on joue beaucoup là-dessus. Hein. T'as l'impression qu'il va l'aider, puis après il va l'enculer, puis. Ouais. Mais c'est malin parce que en plus, encore une fois, le film est super malin parce qu'elle lui fait une bise dans la voiture, elle est tellement contente qu'il soit venu, et puis juste après elle lui dit c'est pas fini. Et du coup on sait pas, et en fait on voit qu'il communique par radio avec d'autres flics corrompus. On se dit mais du coup. Il est dans le coup, il est pas dans le coup. C'est ça, on comprend plus rien. Et après parce il dit non. La disquette, elle est où ? Écris-moi sur le papier où est la disquette. C'est ça. Et on se dit, oh là là, attends. Et là, tu te dis, en fait, c'est un enculé, lui. Bah ouais, c'est sûr, en fait, parce que on l'avait dit, donc la fameuse disquette qui a glissé sous la porte devient l'enjeu de la deuxième moitié du film, où en fait, apparemment, l'actrice qui s'est fait trucider au début, elle avait un ami qui avait noté tous les noms des gens impliqués dans ce trafic de snuff sur une disquette. Et quand eux l'ont découvert, ils savaient qu'elle avait la disquette ce soir-là, le jour du tournage, et ils trouvent plus la disquette. Et donc ils se disent c'est forcément elle qui s'est barrée qui l'a. Ouais, excuse-moi, là quand tu dis ça, quand on résume ce parti-là, c'est bizarre aussi. C'est-à-dire que la nana, elle savait qu'il y avait un trafic de snuff movie, donc elle a tout tapé sur une disquette Linon, mais ça n'empêche pas d'aller se faire filmer, sauter et puis tuer parce qu'elle sait ce qui va lui arriver. C'est idiot. Pour le coup, c'est quand même con. Ouais, c'est un peu, c'est un peu con. Mais tu vois, l'histoire de la disquette, moi, elle m'apporte finalement peu. Non. Elle est pas bien racontée, elle est pas bien, parce que tu vois, tu l'as mieux saisi que moi. Et alors que tu l'as vu qu'une fois, moi je l'avais vu plusieurs fois. Mais là, tu vois, en fait, je m'en foutais complètement l'histoire de la disquette. Pour moi, c'était qu'un prétexte pour qu'il y ait une histoire, pour qu'on raconte quelque chose. Je savais même pas clairement ce qu'il y avait dessus. Je trouve que c'est pas bien. Peut-être qu'on en parle vite fait à la fin du film, c'est tout amené comme ça. Mais on s'en fout en fait. C'est quoi l'enjeu vraiment de cette disquette là En fait, le film marcherait pareil si ils essayaient juste de tuer Billy. Parce que c'est une témoin. Parce que tout repose sur le titre du film. Hein. Témoin muet. C'est ça. Et que de ce qu'il a dit en plus le méchant dans la voiture, c'est que tant qu'il y aura un témoin vivant, il n'y aura pas d'argent derrière, on ne serait pas payé. C'est ça. Tout marche là-dessus. Il n'y avait pas besoin de remettre un enjeu supplémentaire avec une disquette à la con. Ça aurait pu très bien marcher avec n'importe quoi d'autre. La disquette, moi je trouve ça un peu con. Alors je pense que peut-être qu'il voulait amener quelque chose de nouveau. Je me dis que les disquettes, c'était peut-être à l'époque, c'était peut-être nouveau aussi, je ne sais pas. En 95, non, mais c'est vrai que c'est pas courant. Enfin, on est en général, c'est sur les thrillers un peu technologiques, effectivement, où on courait après des disquettes. Et c'est vrai que là, on est sur un tout petit film, mais qui a des éléments technologiques avec le synthétiseur vocal, la disquette. C'est intéressant, disons que c'est un film qui est un peu en avance sur son temps quand même, effectivement. Sur certains points. Mais cette histoire de disquette, c'est vrai que c'est mal tourné. Ouais. Le plan ralenti dès le début du film, ça annonce quelque chose, forcément ça reste quoi. Pour moi, c'est vraiment partie des défauts du film. Hein. Tout ça, c'est un peu. C'est pas horrible. Non, le film il est bon. Hein. Le film, voilà, il a ses bons côtés, ses mauvais côtés, mais il se regarde encore bien. Et la tension, elle est là. Et quand tu regardes ce type de film, c'est ce que tu viens rechercher. Et pour ça fonctionne bien. Moi, je me rappelle être restressé encore en voyant le film. Bon, ça faisait quand même pas mal d'années que j'avais pas vu. Mais en le revoyant, je dis ça fonctionne encore quand même. Il y a des trucs qui fonctionnent bien. Il y a tellement de twists, franchement, il y en a quand même pas mal. Et puis ce qui manque beaucoup sur beaucoup de films aujourd'hui. Et là, dans celui-là, il y en a plein quoi.
Il y en a quand même beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque, moi. Ouais. Qu'est-ce que j'aime quand, je t'ai déjà dit dans d'autres émissions, qu'est-ce que j'aime quand, c'est un retournement de situation, tu n'as rien vu venir. Ouais. Style Sixième Sens, toujours pareil, le truc que j'ai pas vu arriver. Moi, je l'ai pas vu arriver. Ouais. Et je fais, merci, quoi, c'est bon. Ouais, c'est clair. Et c'est ce genre de choses que tu aimerais avoir bien plus souvent. Oui, ou Saut à la fin de Saut, quoi. Le mec qui se relève de la salle là. Incroyable. Waouh, j'ai des frissons, j'ai des frissons. Je dis, mais putain, mais ça, c'est bon, quoi. Ouais, je suis d'accord. Puis c'est un petit truc, quoi. C'est pas grand chose, quoi. Tu veux dire, de surprendre le spectateur, ça manque aujourd'hui, comme ça manque de la mise en scène, quoi. Ouais. On sait plus réaliser des films aujourd'hui. Et avec la mort de Franklin il y a pas longtemps, je lisais encore sur Internet des gens qui disaient, encore un grand qui part. Et ils faisaient la liste de ceux qui restaient, par exemple, pour le cinéma de genre. Il reste plus grand monde. T'as qui? T'as Carpenter, t'as Argento, et tu as... Qui pourrait y avoir encore? Peut-être encore un autre grand nom, je sais plus. Ils avaient mis 2-3 noms comme ça, avec la liste de tous ceux qui ont disparu, David Craven et machin comme ça. Il y en a forcément beaucoup qui sont partis. Et tu dis aujourd'hui, c'est qui les noms des jeunes aujourd'hui, de ce que tu vois? Qui, franchement, peut-être qu'on est puriste, qu'on est des vieux cons en disant ça. Mais pardon, moi, de tout ce que je vois dans le cinéma de genre, j'ai pas de nom qui me saute aux yeux, quoi. Il y en a forcément des bons, mais ils ont rien fait non plus d'exceptionnel que tu dis, waouh, plusieurs. Rien fait de neuf. De neuf qui a une continuité et qu'à chaque fois qu'ils refont des films. Alors peut-être Jordan Peele, peut-être. Et encore, c'est encore un peu autre chose, tu vois. Mais il est encore un peu jeune peut-être pour penser ça, mais pas si jeune, hein. Finalement, il est pas si jeune, mais il est jeune dans la carrière cinématographique. Donc c'est pour ça. Je me dis, malheureusement, dans la façon de filmer, de mettre en scène aujourd'hui, il y a plus grand monde que tu as envie de suivre et tu te dis, t'attends avec impatience son prochain film parce qu'il y a quelque chose, quoi. Je parle pour le cinéma de genre, il y en a plein d'autres quand même. Il n'y en a pas trop, effectivement. Pas tant que ça. Il y a eu des vagues dans les années 2000, il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu celui qui a lancé Saw, qui a lancé d'autres choses derrière. Il y a eu les Japonais aussi sur la fin des années 90 et puis début 2000, Hideo Nakata, je crois, avec tous les rings et tous ces trucs-là. Il y avait Eli Roth avec Hostel, qui avait lancé des trucs et tout. Mais c'est vrai que là... Sur la continuité, non. Depuis quelques années, non. Mais en plus, la plupart, effectivement, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Donc bref, on en reparlera. On en reparlera, mais bon, je trouve que c'est un bon sujet et que ce film-là montre un peu l'exemple, surtout pour l'histoire des twists. Et même sur la réalisation, même si ce type-là n'a rien fait d'extraordinaire derrière, on connaît pas son nom du réalisateur-là, il y a quand même 2-3 plans plutôt sympas. Et moi, il y a le plan avec le couloir au début, enfin... Pas au début, l'autre, alors ça je l'ai pas mis finalement, je pensais vous l'avoir découpé mais malheureusement je l'ai pas. C'est vraiment du plan d'Hitchcock, t'as l'impression que tu vois la porte, t'as travelling arrière en même temps qu'ils font un zoom, donc du coup t'as tout le couloir qui s'allonge et donc du coup c'est oppressant, t'es avec elle, est-ce qu'elle va réussir à aller jusqu'à la porte? Enfin voilà, il y a une bonne mise en scène et ça c'est cool et c'est efficace. Il y a ces travelling compensés qui ont été largement popularisés par Hitchcock, justement, dans Vertigo. Sueur froide, dans Vertigo. Effectivement, c'est une super idée. Et ça rajoute, ça donne toujours un aspect un peu cauchemardesque. Parce que là, en fait, c'est le même couloir que celui qu'on a vu avant. Mais cette fois, elle court comme une dératée. Et il y a le mec qui lui court après derrière. Quand on zoome en reculant la caméra, ou zoom avant en reculant la caméra, ou le contraire, en fait, zoom arrière tout en avançant la caméra, ça donne un effet de distorsion du décor on dirait que le couloir s'allonge et elle est en train de courir pour sa vie. Enfin, ça marche bien, quoi. Ça marche bien, j'adore ce plan. J'adore cet effet de plan, c'est magnifique. C'est top. Et mais bref, sur la deuxième partie du film, ce que je disais, c'est qu'on sépare pendant un temps entre deux histoires. D'un côté, Billy qui s'échappe avec le flic, qu'on ne sait pas si en fait il est contre elle ou avec elle, qui essaie de lui soutirer l'endroit où il y a la disquette, que en fait un coup il lui dit oui mais je suis avec eux, mais en fait oui mais non, mais en fait je suis infiltré. Du coup on ne sait pas. Et d'un autre côté, il y a sa sœur et le réalisateur qui eux arrivent dans l'appartement, ils se croisent mais ils se voient pas. Et eux, ils vont retomber sur les tueurs qui vont du coup se remettre à les agresser, ou en tout cas à un d'eux, plus des flics qui vont arriver, mais qui en fait sont des ripoux, qui participent au truc, qui vont essayer aussi de leur faire la peau. Enfin, ça devient une histoire complètement dingue, où effectivement ça commence à prendre des proportions assez folles. Et
Moi, je trouve que ça va, ça marche bien, même s'il y a des petits défauts. C'est un peu grotesque, l'histoire des flics, par exemple. Moi, je trouve que les flics, c'est un peu trop. Ouais. Mais ça passe, parce qu'ils n'en font pas des caisses. C'est ça. Et ça, voilà. Ça marche, parce que ça maintient une tension. Tu as le running gag du voisin du dessus aussi, qui en a marre. Ça fait drôle, ça. Ouais, du dessous. Non, le voisin du dessous qui n'arrête pas de taper avec son balai. Ouais, qui arrête pas de taper, qui à un moment il en a marre, puis il monte et que là quand il arrive, il y a des cadavres, il y a du sang partout. Et forcément, ça les accuse à mort. Les deux Américains, ils sont en plein milieu, ils ont une arme à la main. En plus, le mec, il est complètement con, il a l'arme comme ça, il dit c'est pas nous, c'est pas nous. C'est idiot. C'est pour ça ces effets comiques dans ce film qui en passent. Moi, je trouve qu'il n'y a pas la place pour ça. Non, c'est pas. C'est dommage. Mais c'est drôle, hein, mais ça marche. Il aurait dû faire 2 films. Il aurait dû se les garder, ces idées-là, pour en faire un autre film. Ouais, c'est vrai. C'est con. C'est un peu con, mais bon, ça passe, ça va. Au moins, il y a du rythme, il se passe tout le temps quelque chose, on s'ennuie pas, c'est cool, tu vois. Je veux dire, parce que c'est un film où ça peut vite être ennuyant, quoi. Si on était resté juste sur la première partie, puis qu'il tire et qu'on reste que sur ça pendant 1h30, ça peut être longuet, quoi. Et là, non, pour ça, il y a un rythme et ça marche bien. Non, ça va. Je suis d'accord aussi, Puis à la fin, grand classique, on réunit de nouveau tout le monde au même endroit. Donc dans le même bâtiment qu'au début au final, parce qu'il faut aller récupérer la disquette. Donc là il y a Billy et ce flic qu'on ne sait pas s'il est vraiment riche ou pas. Voilà, ils vont récupérer la disquette. Sa sœur et le réalisateur sont là aussi. Tous les méchants sont là aussi. Enfin tout le monde est au même endroit. Et puis il y a en gros, il y a quand même un moment où on a le doute parce que ils retrouvent la disquette. Et là il y a un pourri qui se pointe. Et pendant 2 secondes, il y a le flic qui dit tiens, voilà la disquette, et il trahit Billy. Et on se dit ah merde, en fait c'était un pourri. On n'était pas sûr, tu vois. Et puis et en fait littéralement 15 secondes plus tard, en fait le flic trahit le méchant, et en fait on se dit ah non, en fait il protège Billy. Mais tu vois, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'était de changer. twist sur twist, parce que du coup, il y a un 3e twist où à un moment, on recoupe après sur sa sœur qui la cherche partout, qui n'arrive pas à la retrouver. Et puis Billy qui s'échappe dehors. Et donc là, c'est la grande scène finale où Billy, elle court dehors. Et puis là, il y a tous les méchants alignés, dont le grand méchant dans sa voiture, qui ne peut pas en sortir pour des raisons que j'ai expliquées avant. Et effectivement, et là, le flic qui l'a trahi, puis qui l'a sauvé, et là qui l'a retrahi en lui tirant dessus, et on voit les impacts de balles qui explosent et tout, et puis elle meurt devant tout le monde. Et là, tu te dis, ah merde, en fait. Merde, elle se fait buter, quoi. Elle se fait buter. Ça aurait pu, hein. J'y ai pas cru une seconde. J'y ai pas cru une seconde parce qu'il venait de la sauver, et il pouvait pas la retrahir. Enfin, ça aurait été vraiment étrange, tu vois. Ils auraient pas dû faire ça. Non, c'est presque de trop. Ouais. C'est presque de trop, et en même temps, c'est le moment... à la limite, terminer comme ça, c'est bien. Ouais. Mais avec toujours ce doute, en nous faisant croire qu'il est méchant. Et là, on découvre, après ça, qu'il était gentil. Et que du coup, il l'avait mis au courant, puis qu'il avait mis les accessoires pour pouvoir déjouer, pour s'en sortir, quoi. Et ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, il y a une espèce de faux rythme à la fin, qui est très étrange, où Billy est morte. Moi, j'ai aucun doute qu'elle n'est pas morte, parce que vu l'endroit où ils sont, c'est forcément des accessoires de cinéma, et que donc il ne l'a pas retrahi, c'est justement, il lui sauve la vie en faisant semblant de la tuer. C'est confirmé par le fait que tous les méchants se barrent, mais c'est vrai que du coup, tu te dis, ça paraît quand même un peu facile que tous les méchants se barrent, et en plus, pendant ce temps-là... la disquette, pourquoi ils sont venus ? C'est ça. C'est très étrange. Et pendant ce temps-là, on a, pendant encore quelques minutes, la sœur qui, elle, va retrouver le flic et qui lui dit « Espèce de salaud, vous avez tué ma sœur ». Et il dit rien. Oui, là, il pourrait lui dire. En plus, il balance pas le truc, tu sais, je crois, il lui tape dessus. Oui, puis après, ils se battent pour le pistolet, et puis on découvre là, à ce moment-là, quand ils tirent, que c'est du faux. C'est vrai, et voilà. Mais c'est vraiment super long, et c'est un peu trop long, à mon avis. Moi, je trouve que la fin, elle est pas réussie. Pour moi, elle n'est pas réussie à la fin. Il y a quand même une surprise que j'ai trouvée qui marche bien. C'est que quand ils finissent par se rendre compte que c'était un faux pistolet, que Billy est encore en vie et que sa sœur est rassurée et qu'ils se réunissent tous donc dehors, le flic, le réalisateur, la sœur et Billy, il y a quand même le moment où le réalisateur il dit « Il y a quand même un truc bizarre. Parce que s'ils voulaient récupérer la disquette, pourquoi ils sont tous partis ?» Et là, à ce moment-là, il y a un impact qui explose sur le torse de Billy, et là tu te dis « Merde, elle se fait vraiment tuer. » Et là, j'y ai cru.
Ah oui. Là, j'y ai cru parce que je me suis dit, putain, encore un twist, tu vois. Et par contre, c'est vite désamorcé par un gag, parce que c'est le réalisateur qui a le faux flingue en main qui fait oups, pardon. Mais ça marche trop bien. Le timing, franchement, le timing, il est excellent pour que pendant quand même encore une demi-seconde, tu dises, merde, il y avait encore un truc, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est quand même, c'est pas normal que les méchants se soient barrés sans la disquette. Attends, il est d'accord. Puis il le dit. Et il le dit, il l'exprime clairement. Mais du coup, il y a encore un truc. Parce que du coup, ils se disent, salut, au revoir, merci de m'avoir sauvé, tout ça. Chacun repart de son côté. Et tu dis ça va finir comme ça? Ouais, c'est très étrange. Et ils mettent les méchants qu'ils ont capturés, je crois, avec des bâillons, ils les mettent dans la voiture du flic. Le flic se barre en disant ciao tout le monde. Oh, coucou. Et c'est là que Billy se rend compte. Mais non, les mecs avec les bâillons, ils ont l'air tellement affolés dans la voiture qu'en fait, il y a un truc dans la voiture. Et que la voiture est forcément piégée. Et c'est pour ça que les méchants s'étaient barrés sans récupérer la disquette. Parce qu'ils voulaient détruire la disquette, le flic, et les témoins. Et les témoins, tout le monde en même temps, en fait. Et donc, ils arrivent à l'avertir en tout dernier moment. Je sais pas trop aimé ce moment-là. C'est un peu gros. C'est gros. Il saute. Et il saute de la voiture. Ouais, à la Tom Cruise, dans Mission Impossible. Et boum. Et puis, pop, c'est fini. Et là, c'est fini. Et c'est le plan final, c'est fini. J'ai trouvé que c'était bizarre. Alors que c'est bien, hein, pourquoi pas. Mais c'est mal mis en scène, c'est mal amené. Contrairement à tout le reste du film où il y a des trucs super. Ouais. Pour moi, là, c'est gâché. Il a gâché sa fin de son film. C'est un peu grossier. Mais c'est des bonnes idées, mais c'est un poil grossier dans la mise. C'est des bonnes idées, mais c'est mal mis en scène. T'y crois pas. Et du coup, c'est vraiment twist et retwist et re-retwist à la fin. Mais c'est quand même bien. Moi, un petit film comme ça, d'un mec qui a quand même un peu tout fait tout seul, qui a travaillé sur son scénar pendant 10 ans. Là, on a la preuve. Hein. Ça, c'est clair. Franchement, je lui pardonne. Tu vois, si c'était une grosse production, un blockbuster où ils avaient mis un fric monstre et qu'il y avait 3 scénaristes, là, je dirais, ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Là, honnêtement, ça passe. Moi, je lui pardonne. Bon, voilà, globalement, c'est un bon petit polar. Bon petit film. C'est un bon petit thriller, pas de polar. C'est pas un polar. Non, c'est pas un polar. Non. Même c'est eux qui disent, hein, c'est le ciné qui disent que c'est un policier. N'importe quoi. C'est pas un film policier du tout. Non, c'est un vrai polar pour le coup, et c'est. Moi, je trouve que ça marche bien. Non, bon petit film. Est-ce qu'on avait un autre extrait peut-être qu'on n'a pas? Ah oui, est-ce qu'on avait des extraits? Le téléphone, on a vu. Non, on a tout vu. Je sais pas, je crois qu'on a tout vu. Hein. Je regarde. La salle de bain. Ah oui, moi j'avais bien aimé la salle de bain justement pour le côté Hitchcock. Ah bah oui. On en a parlé tout à l'heure, j'ai oublié. Ouais. Bon, peut-être avant de terminer l'émission, on va se remater cette scène-là. Voilà, elle prend son bain et puis tout fuse dans sa tête. Alors c'est un peu le plan qu'on a vu dans la bande-annonce. C'est vrai. Voilà, ils ont réutilisé ce plan-là dans la bande-annonce. C'est vrai. Et moi j'aime bien. Je trouve que c'est bien filmé. C'est bien filmé. Il y a des belles scènes. Même là au début du film, quand elle a des clos rouges à lèvres, je sais pas si tu te souviens, les tout premiers, quand c'est le faux film justement, les plans très près très proches, très serrés, et où elle met du rouge à lèvres et tout. Enfin, il y a un style, il y a une ambiance, c'est quelque chose. Quoi. Il a une patte le gars. Franchement, c'est loin d'être un manche. Hein. Il sait faire des beaux cadres, des beaux plans. Je comprends pas que ce mec ait rien fait d'autre que le Loup-garou de Paris en fait. Je puisse pas. Et pour le coup, on est quand même qui est une grosse déconnade en plus, tu vois. Déconnade et en termes de réalisation, c'est mauvais. Ah ouais. Alors pour le coup, on n'a pas l'impression. Pour ça me choque quoi, que le mec il est passé, il a fait ça et puis derrière tu m'étonnes qu'il s'est tué. Il s'est tué avec son Loup-garou de Paris. Mais il a eu du succès le Loup-garou de Paris, il me semble. C'est pas ça qui. Tu crois? Je crois, ouais. Je vais vérifier, mais pour moi c'est pas ça qui a flingué sa carrière. Je pense pas, mais peut-être. Moi, je trouve que le film est tellement pas bon. Moi, je l'ai revu il y a pas si longtemps. C'est pour ça que je te dis que. Faudrait que je le revoie. J'étais ado quand je l'ai vu. Faudrait que je le revoie, mais. Tu vois la fenêtre, la goutte d'eau. Elle se remémore ce qui s'est passé pour voir vraiment. En fait, on se demande là. Je pense qu'elle se pose la question pour voir si elle a. Enfin, cette scène-là, c'est le doute. Oui. En se disant, est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu? Et du coup, elle se dit, je pense que là, c'est un message de dire non, c'est bien réel tout ce que tu as vu. Quoi. C'est une vraie scène à la Brian de Palma. J'aime beaucoup cette scène-là. Brian de Palma utilisait beaucoup ça, justement, comme je disais, de refaire la scène pour découvrir des nouveaux éléments. Et dans Blow Up, dans Snake Eyes, dans... Impulsion aussi, je crois. Un peu, mais il y a des genres de plans dans Pulsion. Ouais, mais c'est ça. Pourtant, je l'ai vu qu'une fois, mais il y a des trucs qui j'ai des flashs de ces petites scènes-là. Ouais. Voilà, c'est un grand réalisateur aussi. Hein. Oui, oui. Ouais.
Ben voilà, pour Témoin muet. Bon, cette petite le Loup-garou oui, alors Loup-garou avait un budget de 25 millions, il a fait un box-office de 26 millions, donc à mon avis, c'est un peu... oui, il a remboursé son film, quoi. Il a gagné 1 million sur le film, c'est pas ouf. Ouais, mais même, si tu comptes le marketing, du coup, c'est des pertes. Voilà, donc le film n'a pas marché. Ça aurait bien que c'était pas et je découvre que les critiques étaient mauvaises. Merci. Pour moi, il était fun, ce film. Il faudrait que je le revoie. Ah ouais, pour moi, il était vraiment délirant. Ouais, bah, oui, il est délirant. Oui, il est délirant. Mais c'est la réalisation, l'image, l'étalonnage du film. Moi, c'est ça qui est agressif et qui, je trouve que c'est pas bon. Quoi. Okay. Puis les clichés sur Paris et tout ce qui va avec, si tu veux. Oui, ça, je sais que j'ai quelques vagues souvenirs, mais bon. À revoir, franchement, revois-le. Mais il est peut-être très mal vieilli. Et là, je pense que ça confirmera que c'est pas un bon film. J'en suis quasi sûr. Et j'ai revu il y a pas longtemps, mais je sais que je suis pas allé jusqu'au bout. Je sais que je me suis dit, c'était vraiment pas bon. D'accord. Et donc, je dis, je vais pas plus loin parce que je sais que je serai déçu quoi qu'il arrive. Je vais pas aller jusqu'au bout. Donc, Le Loup-garou de Paris, même réalisateur que Témoin muet. Voilà. J'ai une dernière anecdote. Ah, elle est gâtée. Ah oui. Non, franchement, ouais. Une dernière anecdote rigolote, c'est que donc à la base c'est donc une production américaine quand même. Et donc, ils ont dû envoyer tout le matos, tout le matos technique en Russie pour tourner le film. Sauf que les douaniers russes étaient corrompus. Et donc, ils ont gardé tout le matos de côté, donc les caméras, tout ce qu'ils avaient besoin. Et ils ont dit, faut que vous nous donniez $60 000. 60 000 pour récupérer tout, pour récupérer le matériel pour tourner votre film. Et ça a été une galère apparemment, et ils ont dû beaucoup négocier. Il leur a acheté beaucoup de vodka et ils leur ont donné. C'est vrai en plus, c'est ce qu'ils disent. Beaucoup de vodka, beaucoup de négociations et quelques milliers de dollars, et ils ont pu récupérer le fric. Ah, ils ont quand même dû payer un petit peu. Quoi. Ils ont dû payer parce que c'était. En fait, en gros, du coup, c'était un deal avec la mafia russe, parce que c'était pas juste des douaniers corrompus comme ça, c'était un peu la mafia russe qui, en gros, une fois qu'ils étaient payés, ils ont dit « Ok, maintenant vous pourrez tourner votre film tranquille. » C'est ouf. C'est chaud, hein. Puis quelle idée aussi de vouloir tourner en Russie. Ça aurait pu très bien se passer en Russie sans être en Russie, parce qu'il y a une scène où ils traversent la place rouge. Oui, tout à fait. Aussi, la scène, je me souvenais pas, je dis « Waouh, c'est fermé forcément. » Et pour aller vite, pour aller sauver la sœur, ils coupent par la place rouge et ils pètent les barrières et tout. Il faisait moins de 30 degrés quand ils ont tourné la scène place rouge. Ah ouais? Ouais, la scène de la place rouge, il faisait moins de 30 degrés. Je l'avais pas noté, mais tu viens de me le rappeler. Ah ouais, il y a quand même pas mal d'anecdotes sur ce film-là qui est pas connu, quoi. Ah ouais. C'est ouf. Ah, puis bon, une très belle anecdote de cinéma. L'anecdote avec Guinness, elle est incroyable. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Ouais. Bluffé, en tout cas. Bravo, t'as bien bossé sur le film. Merci, Jérôme. De rien. Puis voilà, c'était cool. Moi, j'ai un petit plaisir de revoir ce film-là, même si j'ai eu quelques déceptions. Parce que forcément, j'ai découvert d'autres petites choses avec le temps et tout. Mais globalement, puis pas ennuyé. 1h30, tu t'ennuies pas. Donc voilà. Découvrez Témoin muet, si ça vous donne envie ou non. Voilà, Jérôme le dit, c'est sympa. Donc vous voyez, visionnez Témoin muet prochainement. Alors le film que j'ai, il a eu des éditions DVD qui sont apparues. Pas sûr qu'il y en ait encore énormément. Le film est surtout, malheureusement, j'ai envie de dire, disponible en streaming sur le web, mais en version illégale. Mais voilà, si vous voulez découvrir ce film-là, aujourd'hui, vous n'avez pas malheureusement beaucoup de choix. Donc, on vous laisse découvrir tout ça. Témoin muet, on repart sur un autre film prochainement avec d'autres VHS qu'on déballera du carton poussiéré. Là, il y a pas mal de poussière, mais voilà, pas mal d'idées également. On en parle là. Moi, je pense que prochainement, ce sera aussi Jérôme qui donnera un petit titre comme ça. Vrai, quand même. Là, j'aime bien aussi que on refait, peut-être que je connais et puis ça me fait redécouvrir certains films ou non. Donc voilà, prochainement un autre film dans la collection VHS du Grenier dans Stranger Film. Abonnez-vous à la page si c'est pas fait. Le petit pouce sur la vidéo si cette émission vous a plu. Voilà, ça nous motive et ça fait toujours bien plaisir. Et les commentaires également, commentez l'émission sur les choses qu'on a pu dire et tout, et féliciter Jérôme pour cette magnifique anecdote de cinéma, surtout si vous aimez comme lui Star Wars. Ah bah ouais, la dernière apparition à l'écran d'Obi-Wan Kenobi, quoi. C'est ouf. Franchement, chapeau pour ça. Merci encore Jérôme. Merci Florian. Merci à Malizou derrière la caméra pour la réalisation de cette émission. À très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques dans Stranger Film. À bientôt. Ciao, ciao, bye bye, merci.